Les investisseurs de ton premier tour, ils vont avoir en gros des actions supplémentaires gratuitement. Parce qu'en gros, on considère que tu as survalorisé ta startup, lever des fonds quand vous n'en avez pas besoin. On peut avoir plusieurs investisseurs qui vont demander un droit de veto et ça, c'est vraiment à éviter. Les investisseurs européens, ils mettent moins d'argent que les investisseurs américains. Ils mettent sur des valos plus faibles et ils demandent plus de droits aussi. Et en fait, tellement les investisseurs ils avaient pris du pouvoir, eh bien ils ont voté pour l'exclure de la boîte. Et vous ne pourrez pas lever des fonds parce que si un investisseur il voit qu'il y a un associé, ce qu'on appelle dormant, avec autant de capital, il ne voudra pas investir dans une boîte. Imagine, tu as une idée, tu lances ta boîte, tu lèves un peu de cash et 18 mois plus tard, tu plus rien. Pourquoi? Parce que tu as signé un pacte que tu pas compris. Parce que tu pas anticipé les règles du jeu. Parce que tu as cru que le juridique, c'était du secondaire. Dans cet épisode d'Open Source, on reçoit Jade, merci beaucoup d'être là, avocate au barreau de Paris et celui de New York en même temps, partenaire du cabinet Stamina Law, j'espère que la prononciation est correcte. Elle accompagne des startups tech des deux côtés de l'Atlantique, de l'incorporation à la levée de fonds. Et en gros, l'idée, c'est qu'elle puisse expliquer comment faire du droit un levier et pas un piège. C'est tout le sujet de cet épisode. Levée de fonds, pacte d'associés, structuration, clause de merde qui traîne à droite à gauche, les red flags d'investisseurs. Bref, tout ce que tu aurais dû apprendre avant de signer. Donc reste jusqu'à la fin parce qu'on va aussi lui poser les vraies questions que les fondateurs d'aujourd'hui n'osent pas poser à leur avocat. Merci beaucoup d'être là, Jade. Comment vas-tu? Très bien, bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir aujourd'hui. Très content de pouvoir parler levée de fonds avec les entrepreneurs. Trop cool. Est-ce que du coup, on peut commencer cet épisode en c'est un truc qui est flou et tu vois, même moi, alors, j'ai pas une boîte, je fais pas des milliards, mais j'ai une entreprise qui génère plus de 10 millions de chiffre d'affaires par an et même pour moi, même on est accompagné, entouré d'avocats, on touche plus ou moins à ces sujets. C'est un truc qui est extrêmement flou. Est-ce que tu peux commencer rapidement à nous faire, un petit descriptif d'en gros, toi, quel est ton job aujourd'hui au quotidien? Et techniquement, qu'est-ce que tu fais pour accompagner, les startups et les entreprises? Qu'on puisse déjà comprendre et avoir, une overview. Ouais, tout à fait. Donc, j'accompagne exclusivement tout ce qui est start-up dans la tech et l'innovation et les investisseurs aussi aux start-up, donc les fonds de venture capital, les business angels. On a beaucoup de startups early stage. Ça veut dire que c'est des startups qui viennent d'être créées, qui sont pas encore créées ou qui sont avant la série B, qui est un stade assez avancé, de levée de fonds. Et on accompagne les fondateurs français, soit les founders français qui ont une boîte en France ou veulent avoir une boîte en France, soit ceux qui veulent s'exporter sur le marché américain parce qu'ils viennent de rejoindre un accélérateur américain, parce qu'ils veulent lever des fonds aux États-Unis et toujours garder la boîte en France pour tout ce qui est aide BPI, parce qu'il y a beaucoup d'aides du gouvernement ou parce que leur équipe est basée en France. Donc ça, c'est le type de client. Et après, chaque avocat a sa spécialité. Il y a des avocats en droit de la famille, en taxes, en IP, en droit des sociétés. Moi, ma spécialité, c'est droit des sociétés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les créations de boîtes, ça veut dire les levées de fonds. Il y a plusieurs moyens aussi de lever des fonds. Ça veut dire l'intéressement au capital de votre équipe, parce que quand vous êtes une start-up, souvent, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent pour payer les gens. Donc, en général, c'est avec des mécanismes d'actions, stock options qu'on rémunère les advisors ou les salariés par la suite, donc intéressement au capital, exit par la suite, cession d'actions, voilà. Ça, c'est principalement les opérations qu'on traite. OK, trop, trop intéressant. Du coup, pour, rentrer dans le sujet, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui nous découvrent et qui connaissent pas tellement, enfin qui connaissent le sujet juste, en superficie. Déjà, si on va pouvoir parler, je pense, de la partie levée de fonds qui va être le sujet principal de cette discussion. Est-ce que tu peux, toi, de ton côté, nous réexpliquer pour une personne qui vraiment, n'y connaîtrait absolument rien, comment, basiquement, se passe un process de levée de fonds? Du pré-seed jusqu'aux premières séries, enfin, comment est-ce que toi, d'un point de vue avocate, de ton œil, tu analyses une levée de fonds et les différentes étapes par lesquelles une boîte passe pour réussir à, diluer son equity ou pas d'ailleurs, mais sur ses premiers tours de table? Mmh. Surtout qu'en plus, nous, en tant qu'avocats, on n'intervient pas au tout début du process de levée de fonds. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un peu, la roadmap, mais le plus dur et c'est on n'intervient pas encore, c'est trouver les investisseurs. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs souvent qui viennent nous voir, ils demandent: «Est-ce que vous pouvez m'aider?» En général, non, c'est pas quelque chose sur lequel on peut aider, c'est pas du légal et ça, c'est le plus dur. C'est vraiment
du networking, rejoindre un accélérateur peut-être qui peut vous aider avec le réseau, rejoindre des plateformes de mise en relation entre start-up et investisseurs. Mais ça va être, voilà, trouver ces investisseurs dans un premier temps et après, alors ça dépend un petit peu combien vous voulez lever et à quel stade vous en êtes. Mais en général, lors des premières levées de fonds, c'est un petit peu compliqué de tout de suite lever avec des fonds de venture capital. Donc, c'est vraiment des professionnels d'investissement et ils vont investir des gros tickets dans votre startup. Mais en général, eux, ils interviennent plutôt dans un stade un peu plus avancé du développement de votre boîte. Il n'y a pas beaucoup voilà, de VC qui investissent très très tôt. Donc, au début, c'est plutôt avec ce qu'on appelle des friends and family ou des business angels que vous allez lever des fonds. Les business angels, c'est des particuliers comme vous et moi, mais ils ont l'habitude d'investir, dans des startups parce qu'ils ont les moyens de le faire et après friends and family, bah, c'est vos amis, vos proches qui sont prêts à soutenir, la startup et en général, lors des premières levées de fonds, donc quand vous voulez pas lever beaucoup d'argent et que vous levez avec ce type d'investisseur, déjà, il y a plusieurs instruments pour lever les fonds et le plus efficace et le moins cher pour vous, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle le BSAR. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, cet outil, en Ouais, ouais, France? je connais bien. Ouais, moi aussi je connais, mais je suis très curieux que tu puisses expliquer justement et vulgariser un petit peu l'outil en question. OK. Donc en gros, c'est un contrat qui va être signé entre la boîte et l'investisseur. L'investisseur va mettre le cash, dans la boîte en échange de la signature de ce contrat et ça va lui donner le droit à des actions, mais par la suite. Donc en gros, ce BSR, il va se transformer en action lorsque plus tard, vous allez faire votre grosse levée de fonds avec beaucoup plus de rentrées d'argent, beaucoup plus d'investisseurs et vous allez directement émettre des actions. L'intérêt du BSR, c'est que vu que cet investisseur, il est pas déjà associé de la boîte, on n'a pas en fait à négocier ce fameux pacte d'associés qui est le contrat entre tous les associés de la société. Parce que lorsqu'un investisseur, il met de l'argent dans la boîte, il va avoir des droits en échange. Il va avoir des garanties. Donc, on pourra en reparler par la suite, mais par exemple, il veut avoir un droit de veto sur certaines décisions importantes de la boîte ou il veut avoir le droit de participer en priorité lors de la prochaine levée de fonds pour investir. Voilà, donc il va demander certains droits, ça se négocie et lorsqu'on investit en BSR, parfois il y a quelques droits qui se négocient dans les sell letters, mais la plupart du temps, l'intérêt, c'est de pas justement négocier des droits. On n'a pas ce pacte, donc on va beaucoup plus vite et on n'a pas les frais d'avocat à payer pour, négocier ce pacte, donc c'est beaucoup moins cher et on peut aussi récolter les investissements au fur et à mesure. Donc plutôt que d'avoir une date de closing, un investisseur intéressé, il signe le contrat de BSR, il met l'argent. 3 semaines plus tard, il y en a un autre qui est intéressé, il signe le contrat de BSR, il met l'argent et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un outil auquel il faut se familiariser et c'est très intéressant pour les levées de fonds early stage. Le seul inconvénient, c'est côté investisseur et donc il va falloir un peu vendre le produit, c'est que, les investisseurs, ils peuvent pas utiliser un PEA, un plan d'épargne d'action, pour investir via un BSR, alors que quand ils ont des actions directement, ils peuvent. Donc ça, c'est un point fiscalité pour eux qui fait qu'ils sont un peu plus réticents, mais il faut leur dire: «Ça fait plus de sens pour la boîte par rapport à ce qu'on veut lever et les frais qu'on veut engager et la rapidité aussi à laquelle on a besoin des fonds». Très clair, Mmh. ultra clair. Toi, aujourd'hui sur, une boîte, classique, qui te qui te contacte, c'est quoi en général le niveau d'avancement, le stade auquel une boîte commence, à contacter enfin, disons le stade auquel globalement une start-up a besoin d'avoir recours à un avocat sur des sujets de levée de fonds? Alors, je pense que déjà, c'est bien de faire appel à un avocat, même avant de créer la boîte, que juste pour un premier appel, en fait, introductif. Parce que cet appel, ça va vraiment permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place et quand est-ce que c'est essentiel d'avoir un avocat versus, utiliser, par exemple, des plateformes en ligne qui peuvent être, très utiles, pour certains cas. Parce que typiquement, lorsqu'on a un premier appel avec un client, je vais leur dire: «OK, est-ce que vous développez de l'IP? Est-ce que vous avez fait appel à des prestataires de services externes pour développer l'IP? Genre coder votre produit, designer votre logo?» En général, c'est le cas. Je leur dis: «OK, il faut qu'il y ait un contrat où, cette personne cède l'IP à la société» et ça, c'est essentiel parce que si cette personne, elle travaille plus dans la boîte, elle est, propriétaire de l'IP, donc elle part avec. Vous allez pas pouvoir lever les fonds parce que les investisseurs, c'est quelque chose qu'ils vont regarder, que l'IP soit bien détenu par la boîte.
Donc il faut le savoir. Autre chose, le pacte d'associés entre fondateurs, donc même avant de lever des fonds avec des investisseurs, si, il y a plus d'un, founder dans la boîte, essentiel qu'il y ait un pacte d'associés, entre ces personnes. Parce que s'il y en a pas et on le voit assez souvent, c'est possible qu'un des founders arrête de travailler dans la startup parce qu'il y a une mésentente, parce que juste il a plus envie de travailler, il a un autre projet. Il a peut-être 50 du capital et il y a aucun moyen de lui racheter ses actions et donc vous vous retrouvez, en fait, avec une situation vraiment problématique parce qu'il n'apporte plus rien à la boîte alors que vous, vous travaillez dedans, mais il va quand même bénéficier, du travail que vous faites vu qu'il a les actions et vous pourrez pas lever des fonds parce que si un investisseur, il voit qu'il y a un associé, ce qu'on appelle dormant, avec autant de capital, il Il voudra pas voudra pas investir rentrer, dans votre boîte. bien Donc sûr. pacte d'associés entre les fondateurs pour les clauses de leaver, pour le sortir, c'est vraiment essentiel et typiquement ça, il y en a plein, ils le savent pas et si vous faites un premier appel avec un avocat, au moins vous savez que vous devez en avoir un et après pourquoi pas faire appel à une plateforme pour le mettre en place, mais c'est le premier appel, il est important. Ouais, Mmh. bah, nous, c'est ce qu'on a fait, hein, c'est-à-dire qu'on est passé par une plateforme et en même temps, c'est Jade Ouais. qui a créé la boîte de Tapit, et on est passé par une plateforme qui est spécialisée, mais en même temps, Jade a supervisé le tout et a modifié les documents de la plateforme et cetera, pour que ça aille, comme la vision que j'avais. Mais ouais, ouais, 100. Alors c'est génial, c'est une transition qui est toute trouvée parce que du coup, je rentre dans le vrai sujet et ce qui était vraiment important pour nous. Heu et pour débuter cette partie, la première question qui me vient enfin que j'avais notée, c'est de savoir quand est-ce qu'une startup est prête à partir en levée de fonds? Alors pas d'un point de vue business, mais quels sont les requirements obligatoires, d'un point de vue papier, tu vois? Enfin, en fait, de quoi est-ce qu'on a besoin techniquement quand on a une startup pour pouvoir rentrer dans une phase de levée de fonds? Juridiquement, techniquement, en termes de papier, qu'est-ce qu'il faut légalement parlant pour pouvoir, commencer une phase de levée de fonds? Alors, je veux quand même répondre sur l'aspect non légal parce qu'on a quand même beaucoup de startups qui lèvent des fonds et ce qui est important, enfin, si c'est possible pour vous, parce que je sais que les entrepreneurs, ils ont beaucoup de choses à faire, c'est lever des fonds quand vous n'en avez pas besoin. Parce que si vous commencez à lever des fonds quand vous en avez besoin, votre marge de négo avec les investisseurs, elle va être beaucoup plus compliquée parce que vous ne pouvez pas dire: «OK, les termes du deal ne me vont pas, au revoir, en fait, on va les voir ailleurs», parce que vous êtes pris à la gorge, parce que vous avez besoin de l'argent, sinon la boîte, elle coule. Donc si c'est possible, bien sûr, levez des fonds quand vous n'en avez pas besoin et comme ça aussi, ça vous laisse vraiment le temps de trouver plusieurs investisseurs et en fonction des term sheets qu'ils vous proposent, donc des deals qu'ils vous proposent, s'il y en a un qui vous convient pas, vous pouvez peut-être dire non à celui-là et passer en fait, à un autre. Donc voilà, quand vous n'en avez pas besoin et aussi toujours entretenir son réseau constamment du début jusqu'à la fin. Parce que peut-être que vous n'avez pas besoin de lever de fonds aujourd'hui ou peut-être vous voulez pas lever de fonds ou vous êtes pas sûr. Mais trouver des investisseurs, c'est du networking, c'est du réseau, donc il faut constamment entretenir aussi ce réseau. Donc ça, c'est vraiment, voilà, de façon constante. Après sur la partie légale, pour être prêt à lever des fonds, ce qui est important, c'est ce que j'ai dit, il faut que l'IP soit détenu par la société. Donc, faut regarder un petit peu qui sont les personnes qui ont développé de l'IP, mettre en place les contrats de cession d'IP si ça n'a pas été fait, parce que ça, c'est quelque chose que les investisseurs vont regarder. Ensuite, les gros investisseurs, en général, ils vont faire une due diligence dans votre boîte. Donc, en fait, ils vont vous demander les comptes de la boîte, tous les documents juridiques pour voir que les choses sont carrées et ont bien été faites. Donc, c'est bien déjà d'organiser tout, en fait, dans un drive, les documents signés, bien les nommer, les avoir classés. Comme ça, vous êtes prêts à partager, en fait, votre drive avec ces investisseurs. Ils vont vérifier que tout a bien été fait et ap À quoi ça ressemble dans les faits une due diligence? Genre, c'est quoi les papiers exactement, tu vois? À quoi ressemble le drive, tu vois? Je trouve que c'est intéressant de savoir un petit peu. ouais, ah bah, l'investisseur majoritaire, il va t'envoyer une, liste de due diligence déjà, avec tous les documents qu'il veut recevoir et après, en fait, toi, tu vas organiser en général tes documents dans un drive, Google Drive, Dropbox, ça a pas trop d'importance. Tu vas aussi souvent les nommer avec les numéros dans la liste. Donc, par exemple, dans la liste, communiquée par l'investisseur, il va dire: «OK, document 1-2, je veux les statuts de la boîte». Donc toi, tu vas nommer tes statuts dans ton drive document 1-2. Comme ça, il peut facilement, tu vois, voir où est le document dont il a besoin. Tu partages, tu vois, cette Dropbox avec lui. Fais attention, voilà, d'utiliser un système, safe du type Dropbox.
bien partagés uniquement à l'investisseur. C'est des documents confidentiels, donc il faut faire quand même attention aux paramètres de confidentialité. Et après en général, ce qu'ils demandent, ça va être, c'est vraiment large, donc ça va être les comptes de la boîte, ça va être tous les contrats passés avec les prestataires, les salariés, toute la doc corporate, donc les statuts, le pacte, les mini pactes, si jamais il y en a. Voilà, c'est les marques, si jamais il y en a qui ont été déposées. C'est voilà, assez large ce que tu vas communiquer à cet investisseur. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, quand il te demande ces documents, soit, la term sheet est déjà signée et il y a une clause de confidentialité dans la term sheet, soit c'est bien de lui faire signer un NDA à ce stade-là, parce que tu vas lui divulguer beaucoup d'informations sur la boîte. OK. Hem, donc sur les documents, pour reprendre les documents importants, avant de se lancer sur une première levée de fonds, on a préparé du coup, a priori, avant de commencer, à reach out, toute la partie due diligence. Alors bon, tu pourras jamais savoir exactement ce que le mec va demander, mais en gros, j'estime qu'il y a des grandes guidelines, qui sont importantes. Être sûr que l'IP appartient du coup à la, hem, que ouais, qu'elle À est la boîte own, de ça fonds. OK. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a d'autres trucs spécifiques ou est-ce que, non, c'est a priori, l'essentiel pour pouvoir, start? Ouais, en fait, il faut juste que les choses soient faites correctement parce que l'investisseur, si jamais il voit que des choses n'ont pas été faites correctement, il va juste mettre des red flags. Donc, soit c'est quelque chose qu'on rectifie en parallèle de la levée, mais c'est bien de le faire avant, comme ça, il voit que c'est pro et que vous avez déjà fait les choses de la bonne façon. Donc, la boîte est créée de la bonne façon. Donc, en France, c'est des SS qui sont créés pour les startups. Aux États-Unis, c'est des Delaware Corporation. Ensuite, la cap table, faut faire attention que ça fasse du sens. Donc, les fondateurs, faut pas qu'ils soient trop dilués. Donc, si c'est la première levée de fonds, en général, vous n'êtes pas encore dilué. Mais si c'est la deuxième et tout, faut faire attention à comment le première levée de fonds a été faite parce qu'il faut vraiment faire attention à la cap table. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pareil, dès que vous faites appel à quelqu'un qui travaille pour la boîte, soit qu'il y a un contrat de travail, soit qu'il y a un contrat de prestation de service, mais il faut que la relation contractuelle soit encadrée. Ensuite, Alessi, comme tu l'as dit, l'IP, faut qu'elle soit cédée à la boîte par un contrat. Donc voilà, tout ça, faire en chose que les comptes ont été approuvés à temps, ils ont bien été déposés, que ce soit, que la compta soit bien tenue par l'expert comptable. Il faut que ce soit réglo avant de lever les fonds. Mmh. OK, OK, ultra clair. OK, si du coup on peut rentrer sur la partie term sheet, après je serais curieux même d'avoir, des histoires dans la mesure de ce que tu peux disclose, sans dire des noms, mais on est toujours curieux d'avoir des anecdotes par rapport aux trucs de dingue que tu as dû voir, dans ta carrière. Mais toi, dans ta vision, quelles sont, les, 2-3 clauses les plus importantes que tout fondateur devrait vraiment comprendre, avant de signer, un term sheet spécifique, envoyé par un investisseur? Mmh. Tu vois, quelles sont les erreurs que tu remarques le plus, sur cette partie-là qui est, en vrai extrêmement compliquée? Alors, donc la term sheet, pour ceux qui peut-être qui savent pas ce que c'est un résumé des clauses que vous allez retrouver dans le pacte d'associés, que vous allez signer le jour du closing de la levée de fonds. Et c'est très important d'avoir une term sheet dans le cas d'une levée de fonds où c'est, des actions que vous allez donner directement à ces investisseurs, parce que ça permet ensuite d'avancer beaucoup plus rapidement sur le pacte d'associés qui va être le document le plus long avec ses droits. On se met d'accord, voilà, sur les termes principaux et après, on va rentrer dans le détail et on va rédiger les clauses, sur, quelques pages. Et donc en général, dans ces term sheets, je dirais qu'il y a 3 parties principales. Il y a une première partie, c'est un peu les droits économiques. Donc, c'est par exemple la valo que vous allez fixer pour la boîte, ce qu'on appelle la pre-money valuation et c'est ça qui va déterminer le prix par action. Et donc, en fonction du montant qu'un investisseur met et du prix par action, il va avoir un certain nombre d'actions en retour et détenir un certain pourcentage de capital. Donc ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui va, en fait, aboutir à votre pourcentage de dilution. Donc ça, c'est les termes économiques. La valo, combien d'actions aussi vous réservez pour le stock option pool, c'est les actions disponibles pour votre équipe par la suite, donc les salariés, les advisors, les prestataires. Ça aussi, c'est quelque chose qui est dans la term sheet. Après, la deuxième partie, je dirais, c'est un peu tout ce qui est droit de gestion de la boîte management. Donc, par exemple, et là-dessus, il faut faire attention.
il y a certains investisseurs, qui vont demander, peut-être, alors en France, en général, on met en place ce qu'on appelle un comité stratégique et donc au sein de ce comité, l'investisseur principal a un siège et ensuite il y a une liste de décisions importantes qui va, requérir l'accord du comité stratégique et donc par conséquence de cet investisseur. Donc en gros, c'est un droit de veto qu'a l'investisseur sur certaines décisions. Ça, je dirais, c'est important à regarder parce que parfois, on peut avoir des investisseurs qui vont demander une liste beaucoup trop longue, ou on peut avoir plusieurs investisseurs qui vont demander un droit de veto, on l'a vu et ça, c'est vraiment à éviter. Parce que si jamais il y en a plusieurs qui le demandent, il faut leur dire: «Non, c'est hors de question». C'est un investisseur à la limite principal qui représente les autres qui va, donner son droit de veto pour des décisions importantes, mais c'est pas plusieurs investisseurs parce qu'après, vous voulez faire une nouvelle levée de fonds, ça peut être compliqué d'avoir l'accord des 2 et vous allez être bloqué dans la gestion de la boîte. Donc qui, parmi les investisseurs est dans ce comité stratégique, ça, c'est important et ensuite la liste. Et donc en général, la liste, on le limite aux décisions importantes et parfois on met des seuils aussi pour que ce soit pas tout contrat qui soit signé, mais tout contrat qui soit signé au-dessus de 200 000 €, par exemple. Donc ça, c'est il faut faire attention et parfois il y en a qui peuvent demander un petit peu, trop, de regard sur la gestion de la boîte. Faut pas oublier que c'est vous le fondateur, c'est vous qui savez au mieux comment gérer la boîte, donc faut faire attention à ça. Et après Alexis, je dirais la troisième partie, c'est un peu tout ce qui a trait aux actions. Heu, Comment obtenir des actions lors du prochain tour, comment les céder et cetera. Et donc là, par exemple, je pense ce qu'on voit où il faut faire attention, je dirais, c'est, la clause de liquide préf. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais, ouais, je te laisse OK. expliquer. Ah ça nous dit ça nous dit fort quelque chose, ouais, mais vas-y, on t'écoute. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc en gros, s'il y a pas de clause de liquide préf dans votre contrat, lorsque la start-up, elle va avoir un exit, c'est-à-dire lorsque, par exemple, quelqu'un va racheter toutes les actions de la boîte, vous avez un acquéreur, vous allez chaque associé va céder ses actions et il va toucher du cash en échange des actions. Il va les céder contre un prix et donc la répartition, en fait, du prix total d'achat de la boîte, elle se fait en fonction du pourcentage de détention de chacun dans la boîte. Si j'ai 5 du capital aujourd'hui et que quelqu'un vient racheter la boîte, et que, il veut payer 1 000 000 de prix total pour acheter toute la boîte, moi, je vais toucher 5 de ces 1 000 000. Ça, c'est s'il y a pas de clause de liquide préf. La clause de liquide préf, en fait, elle vient aménager la distribution du prix total de rachat de la boîte et donc plutôt que de le faire au prorata en fonction de votre participation, ça va se faire selon ce qui est marqué dans la clause et donc la plupart du temps, la clause de liquide préf, il y a marqué que dans un premier temps, tu as une partie du prix qui est distribuée entre tous, les associés jusqu'à un certain montant. Après, c'est les investisseurs qui vont récupérer du cash sur ce prix, heu et ils vont récupérer un certain multiple de leur montant total d'investissement et ensuite, en général, c'est, le reste, on le distribue entre les, fondateurs, au prorata, ceux qui ont des actions ordinaires. Et donc là-dessus, il y a 2 petits trucs auxquels il faut faire attention. C'est en général le multiple, de cette clause de liquide préf. Hem, Parfois, il y en a qui peuvent demander un multiple qui est très élevé et c'est pas quelque chose qui est, standard. Donc, si jamais vous avez un multiple, on va dire de plus de 2 fois, là, c'est un red flag. En général, c'est plutôt 1 fois ou 1,2 ou 1,5 les multiples, dans la pratique, voilà et après, il y a ce qu'on appelle le participating preferred. Donc en général, le dernier rang de distribution, c'est à destination des fondateurs et des détenteurs d'actions ordinaires. Si jamais les investisseurs, ils veulent retoucher encore une partie du cash en dernier rang, là aussi, c'est un red flag, c'est pas quelque chose qui est courant. OK. Mmh. Après, c'est pour ça qu'il faut avoir un avocat toujours avant de signer une term sheet parce que ça peut être assez technique et l'avocat, il sera vraiment là pour vous expliquer, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que j'ai déjà eu des clients qui signent une term sheet et qui viennent nous voir après pour mettre en place le deal et c'est plus compliqué de revenir et de renégocier quelque chose qui a déjà été signé. Donc vraiment toujours avant de signer une term sheet, c'est important d'avoir un avocat. Ouais et la liquide prête, grosso modo, qu'on mette un exemple, concret,
c'est par exemple, moi, je suis un fondateur, je lève à une valorisation de 50 000 000 par exemple. Hem, on met une liquide prête en place, ma boîte se revend 25 000 000, les investisseurs ont mis 25 000 000, mais moi, je vais rien toucher sur ces 25 000 000 et c'est les investisseurs qui vont prendre tout l'argent. Du coup, je vais me retrouver avec zéro. C'est Je sais pas si mon exemple, il est good ou pas good dans les chiffres, mais grosso modo, c'est les investisseurs qui vont récupérer leur argent avant toi et du coup, si tu as une liquide préf abusée et Ouais. bah, en fait, tu peux te retrouver à avoir bossé pendant je sais pas combien de temps et te retrouver avec une boîte qui s'est vendue des centaines de millions, voire même des milliards et te retrouver avec peanuts. Parce que en fait, tu as levé à des valorisations élevées et ta boîte ne s'est pas revendue le prix auquel tu as valorisé et donc même s'il y a un exit sur cet argent-là, eh bien, tu ne vas rien prendre. Enfin ou, en fonction de ta liquide préf et c'est pour ça que ce facteur est très important. Je sais pas si je dis des mes chiffres sont Bah, non, bons. tu as tout à fait raison, Kylian, c'est ça, ouais, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, aux multiples, et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un premier rang où, les fondateurs peuvent toucher quand même une partie du cash, parce que comme tu le dis, si tu as pas de premier rang où ils touchent quelque chose, bah, c'est les investisseurs qui prennent en premier, et après il y a plus rien, en fait, Ouais, pour les fondateurs, donc ouais, ouais. ouais. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de reventes, notamment, une revente qui est, bon, pas très récente, mais c'est par exemple Biril. Biril, c'est une boîte qui s'est revendue 500 000 000 sur le papier, mais les fondateurs, eux, déjà, ils se s'est revendu en actions Voodoo parce que c'est Voodoo qui a racheté. Il y a eu une grosse partie où c'est Voodoo qui avait, enfin, ils ont racheté avec un petit peu de cash, mais aussi beaucoup d'actions et les fondateurs n'ont vraiment pas pris grand-chose. Pourtant, leur boîte s'est officiellement revendue 500 000 000. Mmh. Et donc c'est assez fou à comprendre et cetera. C'est juste que Biril, bah, sur des levées de fonds, ça s'est valorisé, si je dis pas de bêtises, beaucoup plus que 500 000 000 et du coup, on est arrivé dans un système où les fondateurs qui ont travaillé pendant des années, des années, des années, des années et ben, en fait, se retrouvent au moment de l'exit, toucher pas grand-chose à cause, de tous ces systèmes, quoi. Est-ce que tu as, est-ce que tu as d'autres exemples de clauses piégeuses, tricky, un peu du même style, que tu as déjà vu? Ou même des trucs un peu plus violents, du style, vraiment des investisseurs qui essayent de piéger littéralement, des entrepreneurs. Mais tu vois, ouais, je on essayons vraiment de nommer les red flags pour que les gens puissent être prévenus de ça, quoi. C'est quoi un peu les pires pratiques que tu as vues, là-dessus et les autres types de clauses auxquelles il faut faire vraiment attention pour pas se faire baiser, en fait, tout simplement? Mmh. Après, j'ai pas vu vraiment des investisseurs qui veulent piéger les fondateurs. Parce qu'après quand même, c'est un partenariat entre la boîte et les investisseurs à la levée de fonds. Donc c'est aussi l'intérêt des investisseurs que d'agir dans l'intérêt de la boîte. Ils veulent que les fondateurs soient contents de travailler avec les investisseurs pour travailler au mieux, pour que la boîte se développe, prenne de la valo, et que eux en plus, ils puissent sortir à des conditions favorables. Donc j'ai pas vu d'investisseurs mal intentionnés. OK. Là où c'est, plutôt problématique, c'est plus des investisseurs qui n'ont pas forcément d'expérience, et donc qui demandent des choses qui sont pas forcément standards pour les startups, tech, et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on voit, je dirais, avec les business angels au début. Parce qu'en général, les fonds de venture capital, c'est des professionnels. Ils ont aussi une certaine réputation à maintenir. Ils veulent avoir une bonne réputation pour avoir, la possibilité d'avoir des startups dans leur portfolio. Donc c'est pas aussi dans leur intérêt que d'essayer, de piéger, les startups. Mais parfois, au tout début, quand vous n'avez pas des VC, mais que vous levez des fonds avec des business angels, c'est pas des professionnels en ce sens-là, des termes, classiques, des term sheets. Ils peuvent demander des choses, qui sont pas standards et qui posera problème par la suite, et ça va jouer, par exemple, sur combien de pourcentage de capital ils veulent avoir. Souvent, ils demandent beaucoup trop par rapport à ce qu'ils investissent, ou peut-être, un droit de regard, comme j'ai dit, sur certaines décisions, alors que c'est des business angels, ils investissent pas beaucoup. Hem, ou, pareil, la clause de liquide pref. Donc, voilà, je dirais, c'est plus avec ce type, d'investisseurs, mais après, voilà, mis à part ça, j'ai pas vu de gens qui veulent piéger. Je vois aussi une différence entre la pratique française et américaine, parce que vu que nous, on a un cabinet franco-américain, je peux comparer, et je dirais les investisseurs européens, ils mettent moins d'argent que les investisseurs américains.
ils mettent sur des valos plus faibles et ils demandent plus de droits aussi. OK. Ils sont moins à l'aise avec la prise de risque. Donc il y a beaucoup plus de clauses dans le pacte avec des investisseurs européens versus les Américains. Ils font les choses de façon très standard et il y a même beaucoup d'investisseurs américains qui investissent jusqu'à 2 millions, 3 millions, même en safe. Et en général, quand ils investissent en safe, c'est l'équivalent du BSR français. Il y a même pas de pacte, donc en fait, il y a même pas, de droits. Alors parfois, il y a des sales letters avec quelques droits, mais c'est quand même, limité. Donc c'est pour vous dire à quel point je pense qu'il y a une différence aussi De au niveau de mentalité. la culture, Ouais. heu, européenne et américaine. Hem donc ouais, mais après, si je devais donner, Alexis, d'autres pièges à éviter, voilà, je vois pas de piège, mais ce qu'il faut faire attention, c'est, comme j'ai dit, cette clause de liquide préf, qui est au board, la liste de décision, drague-langue en général, ça c'est assez classique, je vois pas vraiment de sujet là-dessus. C'est quand un certain nombre d'associés est OK pour qu'il y ait un exit. On peut forcer tout le monde à faire l'exit. Là-dessus, je vois pas vraiment de sujet. L'autre point auquel je ferai attention, c'est par rapport au fondateur, c'est les clauses de leaver. Je sais pas si ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Ouais. Je te laisse expliquer. OK, ouais. Tu expliques très bien aussi, Kylian, donc c'est pour ça. Vas-y, expliquer. C'est, alors, c'est des clauses, donc on dit good, bad, ou medium, leaver. Et en gros, dès qu'un fondateur arrête, de travailler dans la boîte, que ce soit pour une bonne raison, good liver, ou une mauvaise raison, bad liver, il va devoir en fait, céder, en général toutes ses actions aux autres associés ou une partie à un certain prix. En général, quand tu es good liver, tu cèdes tout, mais on va pas te sanctionner sur le prix, donc tu vas céder à la barre de marché. Quand tu as un bad liver ou un medium liver, c'est que, tu sors dans des circonstances où, par exemple, tu as été révoqué, tu as commis une faute, tu as démissionné trop tôt dans la boîte, donc on va te sanctionner sur le prix, auquel on va te racheter tes actions. Et en général, c'est soit la valeur nominale, soit la valeur de marché décotée. Voilà, et donc ça, c'est une clause qui est tout à fait standard et qui est aussi là pour protéger les autres fondateurs, parce qu'on veut pas qu'un fondateur quitte la société et garde toutes ses actions. Mmh. Mais il faut faire attention parce que tu as des investisseurs qui vont peut-être mettre une durée de lever beaucoup trop longue. En général, le standard en France, c'est à peu près, entre 3 et 5 ans, et 4 ans, ça pourrait être un peu, le milieu. Aux États-Unis, tu as un peu l'équivalent avec des clauses de vesting et c'est 4 ans le vesting, pour vous donner une idée. Mais il faut faire attention à la durée et ensuite il faut faire à la définition même des good, bad, medium liver, et ensuite au prix aussi. Est-ce que c'est valeur nominale? Est-ce que c'est la valeur de marché, mais quelle décote? Voilà. Ça, il faut faire attention parce que parfois il peut y avoir des trucs pas forcément avantageux, et on revient un peu, Kylian, dans ta situation liquide préf où si une clause de leaver est activée, et bah, le fondateur, si la clause de leaver est vraiment pas dans son sauce, il pourrait devoir céder toutes ses actions à un prix vraiment bas, et donc il a gagné rien alors que ça fait des années qu'il a travaillé dans la boîte. Et tu as aussi, OK. si je dis pas de bêtises, tu as aussi le système de donner à ton associé, notamment moi je prends l'exemple de ma boîte tech, donc c'est ce qu'on a mis en place, hein. C'est que tu as en général quand tu vas monter un projet SaaS, un projet tech, tu vas souvent associer ton CTO, donc qui est ton la personne qui est en charge du produit, du développement technique Mmh. principal et qui va t'accompagner durant tout le long de l'aventure. Et donc le problème, c'est que si même, si lui, il la sépare directement, et bah, après comme, tu as dit, il peut demain arrêter de travailler et on a, ce qu'on a un associé dormant dans le truc, et toi, dans tous les cas, il va falloir que tu rassocies un CTO. Il va falloir que tu as un nouveau CTO. Hem Et donc tu as ce process où il la sépare au fur et à mesure du temps, et en je c'était ça, non? Si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça. Mais alors toi, c'est un peu particulier parce que du coup, donc c'est une boîte américaine. Ouais. C'est pas une boîte française, donc avec des clauses de leaver que tu vas trouver dans un pacte. Et aux États-Unis, donc tu as ce qu'on appelle un vesting, sur les actions qui est dans le contrat d'achat d'actions entre la boîte et le fondateur. Et le vesting, typique, c'est 4 ans sur une base mensuelle avec un encliff. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ce founder, il part avant la première année,
la boîte, elle lui rachète toutes ses actions à la valeur nominale. Voilà, il a rien. Il faut qu'il reste au moins 1 an dans la boîte pour pouvoir vester un quart de ses actions. Ça, c'est le S'il cliff. part Ouais, c'est ça le cliff, c'est qu'il faut attendre au moins 1 an pour vester le quart. C'est que c'est mis en pause, en fait, le vesting pendant cette première année, parce que la première année, en général, c'est vu comme une année clé, dans le développement, tu vois, Et de très la start-up. important, bien sûr. Ouais. Ouais. Et après, par exemple, pour te donner, si jamais, le founder, il part au bout de 2 ans, de son début de travail dans la boîte. Si tu as ce fameux vesting donc de 4 ans, sur une base mensuelle, s'il part au bout de 2 ans, ça veut dire qu'il a vesté la moitié. Donc tu as la moitié qu'il peut garder et l'autre moitié, elle est rachetée par la boîte à la valeur nominale. Et C'est to comme ça que ça fonctionne le vesting, aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est un peu différent la pratique parce que tu as pas cette différence entre les types de départ, si c'est un bon départ, un good leaver ou un bad leaver. C'est peu importe le départ, ce que tu as vesté, tu le gardes, ce que tu as pas vesté, c'est racheté à la valeur nominale. Et après, en pratique, mais c'est pas forcément dans les docs, ce que tu as vesté, en général, on te le rachète quand même ou on t'en rachète une partie, mais on négocie le prix de rachat. On te le rachète pas à la valeur nominale, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Mmh. OK. Et nous, on avait eu cette histoire-là, de Cédric, Kylian, le gars de Brix. Ouais, bah, en général, les problèmes quand ta boîte ne marche pas, il y a pas de problème avec tes investisseurs. C'est en général, c'est comme ça. Quand ta boîte ne marche pas, il y a jamais de problème. C'est quand ça commence à marcher et que ta boîte commence à vraiment grossir, à vraiment avoir un intérêt pour tes investisseurs, c'est là, en général, où ça se complique et où c'est compliqué, que les investisseurs ils se disent: «Bah, la boîte, elle peut tourner tout seul, mais lui, en fait, je pense que c'est pas le bon CEO. Hop là, lui, je l'ai» et puis, tu vois? C'est, notamment, on parlait de Cédric qui avait 1001 pharmacies qui est maintenant il a construit une plateforme qui s'appelle Brix, et lui, tu vois, il s'est fait éjecter de 1001 pharmacies, donc il a monté la boîte à 20-30 millions de CA et à un moment, les investisseurs, ils lui ont dit genre: «Maintenant, on n'a plus besoin de toi, ça y est», et en fait, tellement les investisseurs, ils avaient pris du pouvoir sur, ce qu'on appelle, un board, si je dis pas de bêtises. Mmh. Et bien, ils ont voté pour l'exclure de la boîte, et donc ça arrive quand même, tu jamais de problème quand ta boîte ne marche pas. Fait que ta boîte ne marche pas, elle a rien, elle vaut rien, tu fais pas d'émerge, tu rien. Mais les problèmes et les tensions, commencent à et les désaccords commencent à arriver au moment où ta boîte fonctionne. Hem et ouais, ça arrive, assez régulièrement que des CEO se font expulser tellement ils sont dilués et tellement en fait, au bout d'un moment, c'est plus ta boîte, c'est la boîte de tes investisseurs et tu es leur employé, quoi. Donc Et donc là, on a parlé term sheet, mais enfin ça, je crois que c'est relatif plus au pacte d'associés qu'autre chose. Est-ce que, Jade, juste pour qu'on puisse comprendre, quelles sont les différences notables qu'il y a entre un term sheet et un pacte d'associés? Est-ce qu'il y a d'autres erreurs différentes qui doivent être aussi évitées dans la partie, pacte d'associés? Enfin, est-ce que tu peux expliquer un peu les différences qu'il y a et quels sont les points sur lesquels il faut rester attentif, su du coup post-clôture en général, post-closing, de la levée de fonds, quand, tout est mis, sur papier, de 25, 35, 45 pages ou je ne sais combien. Mmh. Quels sont les points sur lesquels il faut faire attention? Bah, après la term sheet, comme j'ai dit, c'est un résumé des clauses que vous avez trouvées dans le pacte. Donc une fois qu'on a signé le pacte, en fait, la term sheet, elle n'existe plus, elle était juste là, en fait, au début, de la rédaction de la doc, mais quand on a le pacte, tu vois, qui est signé, la term sheet, elle est remplacée, tu vois, par le pacte et Et si il ne tu peut te pas y demandes avoir d'articles en plus? C'est ça moi mon point. Est-ce qu'il peut y mmh, avoir des articles qui peuvent être ajoutés entre-temps quoi, sur le alors, pacte d'associés? normalement, il devrait pas, et typiquement, si jamais, tu vois, on signe une term sheet et qu'après on voit, un article avec une nouvelle clause qui donne certains droits dans le pacte, heu, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, la clause et on va dire: «C'est pas dans la term sheet, c'est pas notre accord». C'est comme ça qu'on va négocier, mais ça arrive, tu as raison. Ça arrive que tu aies, une term sheet signée et qu'après, au moment de la signature du pacte, ils veulent rajouter des choses qui étaient pas prévues dans la term sheet et dans ce cas-là, ben, on regarde, on fait attention aux détails, on dit: «Non, c'est pas prévu dans la term sheet, on enlève, il fallait se mettre d'accord avant». Donc ça se négocie, tu vois? Mais oui, il faut faire attention. Après, tu as des clauses que tu trouves dans le pacte qui sont pas à term sheet, mais c'est des clauses standards. Genre typiquement,
des clauses, comment est-ce que tu envoies les notifications, quel est le droit, qui régit le contrat, tu vois? Ce genre de clauses. Mais après vraiment sur les clauses substantielles qui vont donner des droits ou des obligations, tu vois? Aux founders ou aux investisseurs, là, ça aurait dû être dans la term sheet, sinon il y a pas de raison que ce soit dans le pacte. Mmh. Et après il faut faire attention post-closing parce que tu me demandais qu'est-ce qu'il faut faire post-closing une fois, voilà, que tu as reçu l'argent, tous les documents sont signés? Faut faire attention à respecter ce qui est marqué dans le pacte parce que alors, ce que je pense, ça arrive dans beaucoup de cas, c'est que les fondateurs, ils savent pas, en fait, leurs, obligations récurrentes dans le pacte et ils les respectent pas. Parce que, par exemple, dans le pacte, souvent, tu as un droit d'information pour tes investisseurs. C'est-à-dire que tous les mois ou tous les trimestres ou tous les ans, il y a certaines informations que tu vas devoir communiquer à certains investisseurs. Et à mon avis, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui oublient ou qui font pas attention et qui mettent pas ça en place. Et ça, il faut faire attention parce que, comme dit Kylian, quand tout va bien, bah, c'est pas un problème. Mais imagine qu'il y a un moment, ça va pas très bien dans la boîte. Les investisseurs, ils pourraient utiliser, tu vois, des violations sous le pacte pour, peut-être enclencher la clause de leaver, par exemple. Donc il faut faire attention à ce qui est marqué dans le pacte et après mettre les process en interne pour, respecter, tu vois, les obligations, vis-à-vis des investisseurs. Pareil, lorsque, vous faites une prochaine levée de fonds, parfois dans le pacte, il y a marqué que vous devez informer les autres investisseurs de cette levée de fonds parce qu'ils ont peut-être le droit d'y participer en priorité. Et il y a un certain délai, où tu es censé les informer. Donc il faut, tu vois, respecter ça. Ultra clair. OK, OK. Génial. Est-ce qu'il y a, une clause que tu as en tête et après on va partir sur autre chose, mais juste pour conclure ce truc. Est-ce qu'il y a une clause à laquelle toi tu penses, qui te semble obvious et qui vraiment est importante dans ta vision, mais qu'il y a en réalité, très peu de, nouveaux entrepreneurs, un peu wannabe ou new sur le marché auxquels, toi, ils pensent pas forcément, mais qui vraiment, est importante et peut changer, le cours de l'affaire? Mmh. C'est dur là parce que choisir une clause alors qu'elles sont toutes importantes à mon sens, Si tu as un top 3 tu vois, ouais. truc, anyway, mais pour que les gens, comprennent vraiment, l'essentiel de l'essentiel et les choses sur lesquelles les choses ils ont pas le droit de passer à côté de ça, en fait. Mmh. Les 3 choses, je dirais alors c'est pas forcément juridique, mais le premier point, c'est la valo. Pour moi, c'est essentiel parce que comme disait Kylian, c'est la valo de la boîte qui va déterminer combien d'actions vous donnez et qui va résulter dans votre dilution. Et au début, souvent ce qu'on voit, c'est les entrepreneurs, soit ils ont pas l'expérience avec les levées de fonds, soit ils sont un peu pris à la gorge et ils se disent: «Bon, je veux avoir de l'argent à tout prix». Et après, en fait, leur boîte, a du succès et ils ont tellement été dilués au début qu'on ne peut pas vraiment rattraper ça par la suite. Mmh. Parce que tu vois, quand tu es trop dilué au début, parfois ce qu'on met en place pour les fondateurs par la suite, c'est ce qu'on appelle des BSPCE évolutifs. Donc en gros, on leur donne, un peu l'équivalent de stock options, heu, OK. pour que, bah, ils aient des actions supplémentaires par la suite. Mais ces BSPCE, quand tu les donnes plus tard, le prix sous-jacent des actions et bah, il est beaucoup plus cher que ce que tu avais à l'acquisition. Parce qu'à l'acquisition, tes actions en tant que fondateur, tu les payes la valeur nominale. En général 1 centime, 10 centimes ou 1 € max. Si plus tard, tu vas avoir des actions en plus, que ce soit des actions directement ou via des BSPCE, tu vois? Ta boîte, elle a pris beaucoup de valo très vite parce que c'est une start-up. Ça grandit de façon exponentielle très rapidement. Donc tu pourras plus avoir tes actions à la valeur nominale. Tu vas devoir les payer, soit tout de suite, soit plus tard, à un prix beaucoup plus important. Donc tu peux pas vraiment rectifier la situation. Donc ça, c'est vraiment important, la valo, en fait, que tu vas, négocier avec tes investisseurs pour ne pas être trop dilué au début parce que c'est pas vraiment quelque chose que tu peux rattraper par la suite. Ça, je dirais donc c'est essentiel et après, je dirais c'est, je pense, la clause de liquide préf, je pense, qui est important et parfois il y en a qui pensent que c'est pas très important et quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la clause d'antidilution aussi. Je pense qui est importante. C'est quoi la clause d'antidilution? C'est en fait, si tu fais une levée de fonds aujourd'hui à une certaine valo, je sais pas, on va dire une valo, tu vois, de 10 millions.
et que plus tard la prochaine levée de fonds, tu fais un down round, donc ça a une valo en fait inférieure, les investisseurs de ton premier tour, ils vont avoir en gros des actions supplémentaires gratuitement. Parce qu'en gros, on considère que tu as survalorisé ta startup, lorsque tu as fait la levée de fonds de ton premier tour. Et donc ça peut être très problématique pour les fondateurs parce que déjà, ton deuxième tour, tu le fais à une valo moins importante. Ce qui veut dire qu'en tant que fondateur, tu te fais encore plus diluer. Parce que plus ta valo est basse, plus en tant que fondateur, tu vas te faire diluer. Tu as intérêt à avoir une valo quand même assez élevée. Et en plus de ça, tu vas donner des actions, quasiment gratuites aux investisseurs du premier tour, donc doublement dilués. Donc la clause d'antidilution, qu'on appelle aussi, ratchet, à l'américaine. Ça, c'est un autre point auquel, il faut faire attention. Donc il signifie que même si tu down round, c'est donc, si d comment ça fon enfin, si c'est bien ficelé, comment ça fonctionne du coup? Mmh. Si cette clause-là est bien faite, c'est quoi le résultat? Mouais, alors, les points auxquels il faut faire attention avec cette clause d'antidilution, c'est quand est-ce qu'elle entre en vigueur déjà? En général, ça s'applique pour un down round qui a lieu une certaine période de temps après ton premier tour. Si c'est un down round qui a lieu 5 ans après, il y a tellement de choses qui se passent en 5 ans, ça fait pas de sens, en fait, que ta clause d'antidilution s'applique. Donc en général, ça s'applique, par exemple, dans l'année qui suit ou dans les 2 ans qui suivent, tu vois, ta levée de fonds. Donc il faut bien l'encadrer dans le temps. Ça, c'est le premier point auquel il faut faire attention et ensuite, le deuxième point auquel il faut faire attention, c'est la formule, qui va te donner le nombre d'actions, auxquelles les investisseurs vont souscrire à la valeur nominale. Tu as 3, en fait, formules, différentes, d'antidilution et il y en a qui sont plus ou moins avantageuses pour les fondateurs. Le pire et ça, c'est vraiment un red flag et heureusement, moi, je l'ai jamais vu, mais j'ai des histoires d'entrepreneurs qui l'ont vu. C'est ce qu'on appelle le full ratchet et c'est la formule, en fait, qui va donner, le plus d'actions, à tes investisseurs et ça, c'est un red flag. C'est pas la pratique en général de donner des full ratchets et ensuite, tu as 2 autres formules. Tu as le broad based weighted average et tu as le narrow based weighted average. Les 2 sont plus ou moins founder friendly, ça dépend, ça se négocie, mais le pire, en tout cas, c'est le full ratchet. Si tu vois une formule full ratchet, c'est quelque chose qu'il faut absolument négocier, heu, ou je pense changer de deal si jamais tu as l'opportunité, mais c'est pas la pratique en tout cas. OK. OK, putain, ultra bah, ça, tu vois, c'est vraiment intéressant. Bah, ouais. Tu as d'autres? C'est vraiment intéressant. Et après, tu comme ça? Hem, qu'est-ce que je pourrais Ça, c'est dire de la d'autre folie qui parce que pourrait tu vois, ça, pratique? c'est un truc que je pense qu'il y a très peu de gens enfin, alors une fois que si tu as déjà fait, une start-up et que tu as déjà levé et que tu as déjà eu affaire à des avocats avec des discussions, oui, mais enfin, je veux dire, la majorité des gens qui ont jamais levé, et comme c'est la majorité du marché qui a jamais levé, il y a très peu de gens qui savent ça, je pense. Donc c'est ultra intéressant. Un autre point, je pense, sur lequel c'est intéressant parce que c'est pas forcément discuté en pratique, c'est, quand en fait quand tu vas déterminer le prix par action que vont devoir payer tes investisseurs. Donc ça va être calculé sur base de la valo que tu négocies avec tes investisseurs et ensuite sur base du nombre total d'actions. En gros, ton prix par action, dans le cas de ta levée, c'est égal à la pre-money valuation divisé par le nombre total d'actions. Ça, c'est la formule. Ton nombre total d'actions, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que en général, on parle Comment tu d'actions. définis un nombre d'actions? Bah, c'est ça, en fait. En général, soit tu as les actions sur une base non fully diluted, soit tu as les actions sur une base fully diluted. Est-ce que ça vous parle, le capital NFD, le capital FD ou Non, c'est quelque explique. chose qui est un peu flou? Ah, je connais Bah, pas. fonds dilué, fonds non dilué, mais vas-y, il va falloir que tu expliques un peu, ouais. OK. Le capital NFD, non fully diluted, c'est, les actions, c'est uniquement les actions qui sont émises dans votre boîte. Donc c'est les actions détenues par les associés. Le capital fully diluted, ça prend en compte les autres types d'instruments qui donnent le droit à des actions à terme. Par exemple, si tu as émis des BSR, des BSPCE, des BSA, c'est des instruments qui donnent le droit à des actions plus tard. Mais les personnes, elles ont pas encore des actions dans la boîte. Ouais. Dans le capital fully diluted, on prend en compte quand même ces actions. Tu vois, on OK. fait comme si c'était converti en actions. Est-ce que C'est c'est ce une qu'il y avait hypothèse. sur Tapit où il y avait 10 millions de shares
et sur les 10 millions, tu as mis 2 millions dans un truc, tu m'as expliqué, c'est plus tard, si tu veux des employés, tu donnes du capital aux employés, tu vas utiliser ces 2 millions, c'est ça ou pas? Ou c'est pas ça? C'est ça, ouais. En OK, gros, tes 2 millions, c'est les actions qui sont réservées pour, ton stock option plan pour donner de l'equity à tes advisors, tes salariés et tout, voilà. OK, Ça existe pas aujourd'hui, mais potentiellement, ça peut exister, OK. voilà. Mais on parle Donc c'est ça en fait, on parle bien c'est de ça, ouais, ouais, c'est OK. ça. OK, OK. C'est en gros le capital, si, toutes, tes valeurs mobilières du type BSPCE, BSA, BSAR étaient converties en actions. OK, Comme ça, tu sais ce qui se passe si jamais ça intervient par la suite. OK. C'est ça le capital fully diluted et donc j'en reviens un peu au prix par action dans le cas de ta levée de fonds. Donc pre-money valuation divisé par ton nombre total d'actions. Donc en général, ton nombre total d'actions, la plupart du temps, c'est pas sur une base NFD, c'est sur une base FD, en fait, que ça va être déterminé et donc là, parfois, tu as aussi des choses qui peuvent se négocier, avec tes investisseurs et donc il faut savoir comment est-ce qu'on définit, en fait, cette base FD? Est-ce que c'est, par exemple, que, les BSPCE, les BSA que j'ai attribués à mon équipe? Ou est-ce que ça prend en compte ce qui est disponible? C'est-à-dire, c'est ma réserve, mais c'est pas encore, tu vois, de l'equity que j'ai, officiellement attribué, à des membres de mon équipe, tu vois? Donc ça, c'est quelque chose, aussi, qui se négocie, donc c'est un petit point aussi, je pense, qui est bien à regarder parce que ça va impacter le prix et donc par conséquent, ça va impacter aussi la dilution, tu vois, des fondateurs. OK, mais donc juste pour comprendre, le cas le plus général, hem, on imagine une personne qui a créé, sa startup tech, il fait un petit peu d'argent, tout ça, il veut monter, sur un 1er tour de table avec une valo, je sais pas, 10 M, disons. Comment quel est le calcul de base le plus classique qui est fait? Comment est-ce que sur une valo prémoni de 10 millions par exemple, on calcule un nombre enfin, comment ça fonctionne dans le plus classique des cas de calculer le nombre d'actions? Pour une boîte par exemple qui va être valo prémoni, à 10 M, combien d'actions ça représentera? Et comment ce système d'actions fonctionne en fait, en réalité? Bah, en France, donc je vais faire la différence France-États-Unis. En Ouais. France, en général, comme j'ai dit, tu as la formule, donc ton prix par action, c'est égal Ouais. à la valo prémoni divisé par le nombre total d'actions. La valo Et prémoni, comment tu définis ce nombre total d'actions? Comment est-ce que tu le définis? C'est un tu chiffre, dois être un site que tu le mets hasardeux? et OK. c'est ce qui existe réellement en fonction de ta cap table. Donc, si jamais tu vois, tu as une start-up et que tu as, on va dire, 10 000 actions émises au profit de tes fondateurs et ensuite tu as, on va dire, 1 000 BSPCE qui donnent le droit à 1 000 actions. Tu vois? Si jamais ils OK. étaient, exercés. Bah, si on veut savoir le nombre total d'actions sur une base fully diluted, bah, c'est 10 000 plus 1 000, ce qui fait 11 000 et donc ton prix Et par donc action, OK. c'est égal à ta valo prémoni qui est 10 millions, tu as dit, 10 000 divisé par par 11 000. voilà. Ultra clair. Et juste là, tu vois, on a dit, genre, on estime que c'est 10 000 actions, qu'on émet. Hem, qui décide de ce chiffre-là? Qui décide de ce nombre de 10 000 actions? C'est un truc qui est globalement, disons qu'il y a des caps qui sont, utilisés et respectés par tout le monde? Ou est-ce que, non, il y a un vrai calcul et il y a un système pour déterminer un nombre d'actions en fonction d'une valeur spécifique? Bah, ça, c'est déterminé, en fait, lorsque tu crées ta boîte. Donc lorsque tu crées ta boîte, en tant que solo founder ou avec d'autres founders, en général, ta valeur nominale, c'est 1 centime et tu veux avoir une valeur nominale qui est basse. Je le conseille fortement. Tu veux pas avoir une valeur nominale de 10 €, même 1 €, c'est déjà élevé. Tu veux avoir 1 centime ou 10 centimes, tu vois? 1 centime par action. 1 centime par action, OK. ouais et donc après, en fonction du pourcentage que tu veux détenir et du montant du capital social initial que tu veux mettre dans la boîte, tu vas avoir un capital de 1 000 €, 10 000 €, bah, ça va te donner un certain nombre d'actions. Le capital social, tu vois, de ta boîte, c'est Mmh. égal au nombre total d'actions multiplié par la valeur nominale. Ultra clair. Et donc ça, c'est le cas, en France et aux US, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des différences? Comment ça fonctionne? Hem, ouais, aux US, c'est un petit peu différent parce qu'en général, donc déjà la valeur nominale aux États-Unis, on parle de par value.
et en général, c'est pas 1 centime, c'est en dessous. Alors ça paraît un peu bizarre parce qu'on se dit: «C'est pas une valeur monétaire qui existe, il y a rien qui existe en dessous de 1 centime», tu vois? De Ouais, dollar. c'est vrai. Mais c'est possible aux États-Unis d'avoir des par value, par exemple de 0,0001 ou même 0,00001 avec 4 zéros après, tu vois la virgule. Wow. Ouais, Tu mis combien sur Tapit? bah, ça doit être 0,00 ou soit 3 zéros, soit 4 zéros, quoi. En OK. général, tu vois, c'est l'un ou l'autre, en fonction après de combien tu veux payer tes actions. Mais c'est pour ça que du coup, tu as 10 000 000 d'actions Ouais, plus, exactement. 2 000 000 de Ouais. potentiel. OK, Ouais, c'est ça. OK. Exactement, donc tu as beaucoup plus d'actions parce que ta part value est beaucoup plus basse, même si in fine, c'est le même résultat, tu as le même pourcentage de capital que dans ta boîte Oui, c'est la française. même chose. Exactement. Mais donc du coup, pourquoi, en avoir plus? C'est quoi, l'objectif là-dedans? Mmh. Qu'est-ce qui fait que ce soit plus intéressant d'en avoir plus que d'en avoir moins? Bah, honnêtement, déjà, il y a un point de vue un peu, je dirais, mental parce que tu penses que ça a pas d'importance, mais ça a de l'importance. Quand quelqu'un, il a, 10 000 actions, versus, 1 000 actions. Bah, il a l'impression qu'il a un meilleur deal, même si, in fine, il a le même pourcentage de capital. Donc tu te dis: «Mais c'est pareil». Dans sa tête, il se dit: «Ah, j'ai 10 000 actions plutôt que 1 000 actions, c'est un bon deal, tu vois, qu'on m'offre». Donc il y a ça quand même qui a de l'importance dans les startups parce que tu vas donner l'equity à tes advisors, tes employés et tout. Et ensuite, c'est plus par rapport au vesting. Parce qu'en général, quand tu donnes des actions, que ce soit à des founders ou ton équipe, il faut les gagner ces actions. Il y a ce fameux, vesting et donc si jamais en fait tu as, on va dire 1 000 actions qui vont vester sur plusieurs années, tu peux avoir un problème en fait, lorsque tu quittes la boîte et que la boîte va te racheter ce qui a pas vesté. Parce qu'en France ou aux États-Unis, tu peux pas avoir des moitiés d'actions. Il faut que ce soit un nombre entier. Donc c'est 1 action, 2 actions, 3 actions, ainsi de suite, mais tu peux pas avoir 1,5 actions, 1,3 actions. C'est juste pas possible légalement. Donc en gros, si tu as très peu d'actions et que tu as un vesting tous les mois pendant pas mal d'années, tu vas avoir un problème parce que tu vas devoir arrondir ton nombre d'actions lorsque ton vesting prend fin et lorsque tu dois arrondir et que tu as peu d'actions, bah, peut-être que tu vas arrondir beaucoup trop, en fait, beaucoup moins. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour Bien ça que sûr. c'est bien d'avoir plus d'actions pour les vestines. Tu as pas ce problème ensuite d'arrondi. Ouais, c'est super clair. OK, OK. Et donc OK, donc aux States, en gros, tu as une limite quand même, voilà, entre 3 et 4 zéros après la virgule. En tout cas, globalement, il y a quand même beaucoup plus d'actions, quoi, Ouais, sur les ouvertures. exactement. En général, aux États-Unis, quand tu crées ta boîte, tu as, 10 000 000 qui est possible, d'émettre dans ton certificat et sur les 10 000 000, c'est 80 en général que tu donnes à tes fondateurs, donc 8 millions d'actions et le Mais quand reste, tu 2 dis que 000 000. tu donnes, qui c'est qui donne? Quand tu dis que tu Ça donnes, n'existe pas qui encore. donne? Ça Alors n'existe c'est pas. pas gratuit, je dis «donne» parce que je parle en langage courant, mais c'est des actions que les fondateurs vont souscrire, ils vont payer et ils vont Mmh. payer la part value par action. Donc OK. ils payent peu pas grand-chose, donc c'est quasiment gratuit parce que tu vas payer très peu pour avoir beaucoup d'actions, tu vois, quand tu crées ta boîte. Mais admettons que moi je crée une boîte, que j'arrive m'autofinancer, j'ai pas besoin de lever de fonds pendant, 2, 3, 4 ans, j'emploie, des personnes, je me Mmh mh. dilue pas, donc je détiens 100 de mes actions. Est-ce qu'il y aura du coup une p parce que de ce que j'ai cru comprendre, au moment de la levée de fonds, j'ai cru comprendre qu'il y avait une importance sur le fait que des actions aient déjà été distribuées peut-être en dehors du fondateur. Est-ce que du coup c'est dangereux d'arriver sur une première dilution en possédant 100 de tes actions en tant que fondateur? C'est dans quelle posture faut arriver en fait? Quel est le plus cohérent? Non, il y a pas de problème. En fait, que tu OK. arrives à une levée de fonds en étant toujours le seul dans la cap table ou en arrivant à une levée de fonds parce que tu as déjà, tu vois, donné des actions à ton équipe ou même à d'autres investisseurs, c'est pas un souci. Faut juste que ça fasse du sens ta cap table de façon constante. Donc, à la création de ta boîte, bien répartir le pourcentage de capital en fonction du rôle de chacun, tu vois? Première étape. Ensuite, quand tu donnes de l'equity à ton équipe, faire attention à combien tu leur donnes, faut pas trop leur donner. Donc faut savoir combien tu veux réserver en tout pour ton équipe, jusqu'à la prochaine levée de fonds et après, chaque personne, combien tu lui donnes en fonction de son rôle,
le temps qu'il va travailler dans la boîte et cetera et pareil, si tu fais une première levée de fonds, bien négocier la valo pour pas trop donner d'actions donc il y a pas de règle, tu vois? Faut juste faire attention à ta cap table, que ça fasse du sens quand tu arrives en levée de fonds parce que les investisseurs vont regarder ta cap table. Ils veulent que les fondateurs aient toujours quand même pas mal de capital lors des premières levées de fonds. Ils veulent pas que vous soyez trop dilués, et pour le montant mis de côté pour ton équipe, il faut que ça fasse du sens aussi et en général, pour donner un chiffre, en France, quand tu crées ta boîte, le pourcentage de capital pour ton équipe, c'est en général à peu près autour de 5. OK. Et aux États-Unis, c'est plus. Aux États-Unis, c'est en général autour de 10. Et là-bas, ils Voire ça adorent, peut aller jusqu'à 15-20, Ils mais adorent ça, bien sûr, ils adorent là-bas ça. là-bas, ils adorent les actions. Enfin, tu regardes, c'est c'est simple, ça, c'est essentiel. Ouais, ouais, mais là-bas, ouais, tu regardes simplement le nombre d'Américains qui investissent en bourse, il y a plus de la moitié de la population qui investit en bourse aux États-Unis. Tout le monde, tout le ouais, monde, tout le monde. Là-bas, c'est tu limite, tu ne peux les gens ne regardent même pas ton offre d'emploi s'il y a pas un deal d'action. Ça se passe plutôt comme ça exactement. quand Ouais. tu veux avoir Et le puis il y a aussi un truc où tu sais, étant donné que c'est quand même, un pays et une société qui est bien plus, work driven que l'Europe et ben, ils ont ce truc-là de ils se battent pour une boîte, donc ils sont très contents d'avoir aussi, de pouvoir être payback avec un système d'action, tu vois? En ouais. France, les gens, ils s'en battent les couilles d'avoir des Ils en ont actions de rien à leur faire. boîte. C'est pour ça que je dis toujours que donner des BSR en France, enfin, tu regardes l'intérêt que les gens ils ont pour tes BSR, enfin tes C'est entrées, ridicule, ouais. ils en ont rien à faire quoi, tu vois? Genre ça sert à Tu sais quoi qu'ils de donner préfèrent, un truc ouais, préfèrent 50 € de ticket resto par mois ou 150 € de ticket resto? Mais non, mais c'est Ouais, vrai, c'est vrai. c'est vraiment dommage, mais je suis tout à fait d'accord parce que j'ai des clients parfois en France qui me disent: «On me propose des BSPCE», tu vois? Parce que je suis salariée ou des BSA, tu vois? Si je suis prestataire et ils prennent pas le deal, mais je trouve que c'est vraiment dommage parce que tu as jamais l'obligation d'exercer tes BSA ou tes BSPCE, c'est un droit que tu as. Donc soit la boîte, elle coule, tu les exerces pas, soit plus tard, tu as pas les moyens, tu les exerces pas, soit c'est pas un bon deal plus tard, tu le fais pas. Mais au moins, si c'est un bon deal, tu les exerces, tu peux faire beaucoup d'argent en fait quand Ouais, même grâce à tes BSPCE, tes BSA. ouais. C'est pas, anodin, tu vois, ce que tu vas toucher par la suite. et Donc c'est irréel pour les Français. Ouais, c'est réel, bien sûr que c'est réel. Genre Mais il y a eu plein d'exemples, enfin, genre le plus connu, c'est évidemment, enfin Facebook et cetera c'est qui enfin, Nvidia il y a eu surtout. des histoires Non, Nvidia ouais, Nvidia, il s'est Nvidia dingue, retrouvé dans Nvidia un dingue. problème, c'est que tous ses employés étaient millionnaires. Il s'est vraiment retrouvé dans une sauce quand même. C'est que le problème, c'est que Nvidia a explosé en bourse, c'est passé, bah, aujourd'hui, c'est la boîte la plus valorisée du monde qui a plus de 4 000 milliards de valo. Tous ses employés sont passés millionnaires et du coup, il a eu une baisse de productivité et cetera parce mmh. qu'en fait, tout le monde était super riche, en fait. Mais genre tout le monde, genre même le comptable était multimillionnaire. N'importe quoi. Tu vois? Ça n'avait aucun sens et du coup, il s'est retrouvé dans un problème, c'est qu'en fait, les gens sont devenus trop riches et du coup, Ouais. c'est pour ça que je crois qu'après, il a eu un problème et je crois que Nvidia, ils ont split leur nombre d'actions de bref, il y a eu un truc comme ça. Ils ont tu sais, une action valait 800 et maintenant Mmh elle vaut mh. 400. Tu sais, ils ont fait un je sais plus comment ça s'appelle en bourse quand tu splits le truc. Mais bref, Mmh. il a dû trouver des solutions parce qu'en fait, tout le monde est devenu trop riche, tu vois? Et aux États-Unis, ouais, il y a vraiment une culture des parts et de l'equity qui est enfin, les gens ne comprennent ce que c'est Ouais. la valeur et à quel point ça peut aller vite et haut et à quel point c'est le meilleur moyen de s'enrichir en tant qu'employé, c'est d'avoir, OK, le salaire, c'est important, mais pour eux, l'equity, c'est beaucoup plus important. Ils préfèrent avoir un salaire beaucoup plus bas et beaucoup plus d'equity que l'inverse. Alors qu'en France, les gens, en fait, ils veulent juste du cash. Comme, Alexis l'a dit, 50 balles de tickets de resto de plus par mois, ils sont ils sont très contents, tu vois? Donc ouais, c'est trop marrant les différences de culture. C'est Ouais. trop intéressant à regarder. Ouais, c'est dingue. OK, bon, bah, ça, c'est génial, trop bien. Pour continuer à essayer d'aider, les entrepreneurs qui sont dans une, situation où ils devraient avoir recours à à des avocats, quelles sont toi les questions dans ta vision que trop peu de fondateurs te posent, mais qui devraient te poser? Qui devraient plus te poser? Ou du coup, tu sais, tu es obligé, d'entamer le sujet, de les prévenir, de ouais, de rentrer dans une discussion. Quels sont les sujets que les fondateurs, en général, abordent trop peu quand ils ont, un appel avec toi, mais qui devraient pourtant faire, l'objet du centre de leur attention, quoi? Mmh.
Les sujets trop peu abordés et donc c'est un petit peu à moi, en fait, de récolter De les l'information. pousser, ouais, exactement, alors que normalement, enfin, tu estimes qu'en fait, des questions que si elles sont posées par des fondateurs upfront quand ils viennent en rendez-vous avec, des avocats, tu estimes que les choses se passeraient, mieux, que ça avancerait plus vite, et que même eux auraient déjà fait un vrai travail en amont de compréhension, de Mmh. recherche, de découverte. OK, OK, ouais. Bah, typiquement, dans le cadre d'une levée de fonds, quel instrument va être utilisé? Parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs instruments. En France, il y a le BSR, il y a ce qu'on appelle les obligations convertibles, ça peut aussi s'appeler emprunt obligataire et le troisième, c'est, la grosse levée de fonds avec une augmentation de capital où tu donnes des actions directement et parfois, en fait, il y a des investisseurs qui viennent nous voir, donc la question se pose plutôt pour les levées de fonds early stage. La première, tu vois, donc du pré-seed, du seed. Parce qu'après pour les autres, tu fais une augmentation de capital, il y a pas vraiment de question là-dessus, mais pour les premières, tu as une question sur, l'instrument que tu veux utiliser. Après, tu as l'apport en compte courant aussi, non? Mais l'apport en compte courant, c'est différent parce que l'avance en compte courant d'associés, c'est que des associés, déjà de la boîte qui peuvent, Ah, je savais pas. OK. virer le cash OK, je savais et pas. donc si jamais tu as quelqu'un qui est pas encore dans la boîte, il peut pas faire une avance en compte courant Je savais d'associé. pas. OK, pardon. Ouais et en plus de ça, l'avance en compte courant d'associé dans ta compta, c'est considéré quand même comme de la dette. Ouais, comme de la dette. Oui, mais Donc en c'est général, pas ce qui se passe, c'est que forcément le mec prend des parts parce qu'il va faire une avance en compte courant, donc OK, c'est de la dette, mais il a quand même tu vois, ça se passe en général comme ça, tu vois? en fait, ce qui se passe, c'est que les associés, parfois, ils font des avances parce qu'ils veulent injecter un peu de cash dans la boîte, Mmh. tu vois? Sans faire une, levée de fonds avec des investisseurs externes et après, plus tard, tu peux en effet, Kylian, comme tu dis, en fait, avoir une compensation de créances dans le cadre d'une augmentation de capital avec ton avance en compte courant d'associé. Mmh. Mmh. Donc l'avance en compte courant d'associé, c'est une dette que la société, doit Doit à l'associé, ouais, 100. mais tu fais une compensation de créances avec toi, ce que tu dois payer pour les actions dans le cas de la levée Ouais, et donc tu payes rien et tu as des actions en échange, tu vois? Et l'avance, elle est du coup annulée. ouais. Mais ouais, ça, c'est pas du coup une levée de fonds, tu vois, avec des investisseurs externes. Ouais. Donc je dirais le type d'instrument et en fait, il y en a pas mal parfois qui viennent nous voir et en fait, ils savent pas ce que c'est, alors que c'est au fondateur de prendre le lead. Lors des premières levées de fonds, surtout avec des BA ou des friends and family, c'est pas les BA, les friends and family qui doivent être en position de dicter les termes sur le type d'instrument, quelle valo cap, quelle valo floor, la décote. Donc il faut un petit peu se renseigner. Il y a pas mal de ressources, en fait, en ligne, qui sont bien faites pour les entrepreneurs et je pense que ça vaut le coup de lire ces ressources, peut-être avant même d'appeler l'avocat, pour avoir un appel plus efficace et donc les ressources, par exemple, je ne sais pas si vous, vous en avez à partager, mais moi, ce que je trouve pas mal, c'est, Galion, Galion Project, G-A-2-L-I-O-N. Ils ont même un exemple de term sheet avec les clauses principales des term sheets, standards et c'est quand même quelque chose assez standardisé dans la pratique pour les avocats où, parfois, quand on voit une clause un peu bizarre, on peut dire: «C'est pas le standard, c'est pas par exemple dans la Galion term sheet». Voilà. Ah stylé. Donc Galion, Bon c'est pas bon mal à branding. regarder. Ouais, Ouais. OK. Après je crois Eldorado, ils ont pas mal de contenu sur les BSR OK. avec, une explication de ce que c'est et cetera. Donc ça peut valoir le coup de regarder aussi Eldorado et après, j'ai envie de dire toutes les plateformes aussi juridiques, elles ont du contenu. Ça, c'est pour la France et après pour les États-Unis, je dirais, tout ce qui est, Clerky. Voilà, c'est une plateforme en ligne, ils ont aussi du contenu, Stripe Atlas, les gros cabinets d'avocats, ça coûte cher à travailler avec, mais pour le contenu, ils mettent beaucoup de contenu en ligne qui est très bien fait. Par exemple, Cooley, Auric, ils ont des blogs avec des articles sur des sujets différents, ça peut être très utile. Hem Et après, en général, pour tout ce qui est l'équivalent du BSR, YC, Y Combinator pour les safes et pour tout ce qui est augmentation de capital, le site de NVCA, National Venture Capital Association et vous avez déjà les documents juridiques de la levée de fonds. Donc voilà, il y a pas mal de sources en ligne qui sont très bien faites et ça peut valoir le coup de se renseigner, avant l'appel avec l'avocat. Et tu as ChatGPT aussi qui est cool, Ouais, alors ChatGPT, c'est pas non plus idéal pour le juridique parce que, ouais, c'est pas fou.
Les avocats, tu vois, nous, on utilise, l'intelligence artificielle. Tous les avocats, j'ose espérer, l'utilisent, mais on a des plateformes qu'on paye, qui intègrent maintenant, tu vois, des systèmes, d'AI et ChatGPT pour avoir eu pas mal de clients qui viennent me voir avec ce que ChatGPT leur a sorti pour une question légale. C'est pas, Pas peut-être que ça le dingue. sera plus tard, mais c'est pas top au niveau de la réponse. C'est pas forcément, quelque chose de juridiquement correct, Ouais, ouais. encore. Mais OK. ça te permet au Bah, moins de cool de le mettre un peu savoir. les pieds dans le plat, quoi. C'est Et ça, ouais ouais. et tu Après vérifier quoi? La base, si vous demandez à ChatGPT, demandez-lui les sources ouais, et vous allez regarder, tu vois, dans l'article en question, ce qu'il dit parce que ouais, ouais, mmh. non, c'est sûr. OK et tu as d'autres, sources aussi de levée de fonds? Parce que des levées de fonds, là, c'est, rentrer de l'argent dans ta boîte. Ouais. C'est tout ce qui va être, crédit. Tu as des banques qui peuvent travailler avec toi, si je dis pas de bêtises, où tu vas pas forcément donner de part de ta boîte, mais tu vas à la place de lever des fonds et tu vas faire un système de crédit, si je dis pas de Mmh. bêtises. Je sais que beaucoup de boîtes font ça parce que là, c'est cool, tu vois? Il y a la BPI bosse beaucoup avec ce genre de système aussi, où tu Ouais, vas comment est-ce qu'on lève de la dette sans se diluer, ouais, voilà, quand exactement, on tu est vois? une start-up? Tu as beaucoup de gens, par exemple, ils vont dire: «OK, bon, je vais lever 1 million. Ils vont lever genre 500 000 avec, des BA et cetera et après ils vont aller voir la BPI, ils vont dire: «Écoute, voilà, moi j'ai dit que j'allais lever, 1 000 000. J'ai 500 000 déjà de sécurisés. J'ai pas envie mais par contre je veux lever, en général ça va arriver en complément, tu vois? Et dire: «Bah écoute», et ça les entrepreneurs le savent pas forcément, c'est que si tu veux lever, tu peux aussi lever de la dette, et du coup tu vas rembourser ton argent, mais au fur et à mesure du temps. Alors c'est des crédits, c'est pas des crédits immobiliers je crois si je dis pas de bêtises sur 20-25 ans, c'est des crédits en plus short terme, mais tu vas rembourser ton argent avec l'argent que ta boîte, va faire, mais du coup cet argent tu t'en as servi pour développer ta boîte, quoi. C'est aussi un mécanisme qui est plutôt smart, qui arrive souvent en complément, qui va pas faire la globalité de ta levée de fonds, mais qui va être en complément et si je dis pas de bêtises. Ouais, tu as plein de Et tu startups françaises, comme tu dis, qui ont des subventions ou des aides avec la BPI, Ouais. la Banque publique d'investissement et en général, en fait, si tu peux soit elles ont des aides BPI en dehors d'une levée de fonds, soit c'est bien de les combiner parce que le plus tu as d'argent dans le cadre de ta levée de fonds, le plus ton montant de la subvention avec la BPI va être élevé aussi, en fait. Ouais, Ça va matcher parfois, donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire en combinaison ouais. et après tu as des cabinets, donc nous on fait pas tout ce qui est aide BPI et tout, mais il y a des cabinets de conseil qui sont spécialisés justement dans tout ce qui est aide BPI ou autres subventions et aides, régionales, tu vois? Ou gouvernementales. Nous, on travaille pas mal avec un cabinet qui s'appelle Sharpstone. Ils accompagnent beaucoup de startups et c'est eux qui vont t'aider en effet à identifier quelles aides tu peux demander parce qu'il y en a tellement. C'est fou! JEI, CIR, enfin, il y a des prêts d'honneur, enfin, Ouais, chacune aussi un peu ses propres conditions, mmh, donc lesquelles tu peux demander et ensuite ils vont t'aider à monter ton dossier aussi. ouais, Voilà. mais c'est fou mais quand on monte une boîte en France, bon la France est ultra Mmh. taxée et cetera, mais c'est fou le nombre d'aides qu'il y a en France, que surtout en fait, il y en a tellement et puis les plateformes de l'État sont tellement mal foutues contrairement à comme, quand on parlait aux États-Unis des cabinets et cetera, les plateformes qui vont faire du contenu. En fait, c'est tellement genre les gens ne savent pas de toutes les aides qu'ils peuvent bénéficier en France, c'est hallucinant. Par exemple, il y a une aide, celle-là m'a assez choqué, c'est que si tu es en France, je crois, tu montes une start-up et que tu domicilies ton entreprise avec, dans un département je crois du 93 si je dis pas de bêtises, donc en banlieue, eh bien, tu ne payes pas d'impôts les 3 premières années. Je te jure, c'est pas une blague, hein. Vraiment, si tu domicilies ta boîte en France, alors je sais plus si c'est le 93, en tout cas, c'est un département de banlieue, pour amener de l'économie dans la banlieue, eh bien, tu ne payes pas d'impôts, tu as 0 % d'impôts sur les 3 premières années de ta boîte. Donc ça, c'est assez fou et il y a plein de choses comme ça en France, si on décide d'entreprendre en France, faut jouer avec le système et il faut y aller, hein. Sauf erreur, il y a même des départements entiers dans la diagonale du vide, tu vois? Dans le centre France, là où il y a très peu, ben, enfin, où l'économie est pas bonne et tu vois, le gouvernement essaye de repeupler, de ramener du monde, d'apporter de la santé économique, où ils mettent des règles fiscales qui sont ultra avantageuses, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses que les gens ne savent pas, mais qui peuvent vraiment être Et intéressantes. en plus ça et c'est intéressant que tu dises ça parce que quand tu crées ta boîte, donc faut fixer le siège social, tu vois, de la boîte quelque part. Donc c'est intéressant, tu vois, de regarder où tu mets ton siège
pour voir où c'est le plus favorable en fonction des aides. Parce que c'est vrai que maintenant Paris, ça a la réputation d'être un peu bloqué au niveau de tout ce qui est aide. Donc il y en a beaucoup qui vont mettre leur siège social ailleurs et donc ils vont prendre juste une société de domiciliation, tu vois? Même si eux, ils sont pas, dans cet endroit pour avoir le siège dans cet endroit pour avoir des aides plus favorables, quoi. Ouais, Bien sûr. la France est Ce que généreuse. font la plupart, ouais. Ouais. Et Ouais. après, ce qu'il y en a pas mal qui font, c'est un peu le meilleur des 2 mondes, c'est, avoir une boîte aux États-Unis pour lever des fonds aux États-Unis, avoir une perspective d'exit aux États-Unis qui sera quand même, plus intéressante niveau cash qu'ailleurs et ensuite avoir une filiale en France pour tout ce qui est, bah, aide BPI. Parce que c'est pas parce que tu as une filiale en France avec une boîte américaine en tant qu'associé que les aides BPI sont inexistantes. Nous, on a plein de startups franco-américaines et elles bénéficient toujours de la plupart, tu vois, des aides et ton équipe en France où la main-d'œuvre, elle est très compétente, très qualifiée, moins chère, Mmh. et c'est un petit peu le meilleur des 2 mondes, tu Ouais. vois? Dans Bah, ce cas-là, il y c'est ce que va ouais. faire, par exemple, Finari. Finari, ils ont bah, leur boîte, Finari, c'est une boîte, YC. Ils ont levé là? Ouais, ouais, bah, là, ils ont levé, mais ce qui est la boîte qui a levé, si je dis pas de bêtises, c'est la boîte aux US. Donc ils ont une boîte aux US qui détient une boîte française, Mmh. et justement, bah, c'est ce que recommande d'ailleurs, c'est ce que recommande YC aux entrepreneurs français, tu vois? Donc tu vas monter une Delaware souvent qui va détenir Mmh. ta boîte française. En France, tu vas embaucher et cetera machin avec cette boîte et tu vas encaisser, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis, tu fais remonter du Ouais, cash pour payer les c'est ça. employés Ouais. et tu vas, du coup bénéficier des aides de la France, des subventions et de tout l'écosystème français, avec ça et d'ailleurs, c'est ce que fait j'ai remarqué aussi, ça m'a fait rire, quand j'ai payé sur Lovable, donc Lovable, tout le monde dit que c'est une boîte, Suède et que c'est la start-up la plus grosse en Suède et cetera, mais quand tu payes, c'est une boîte au dollar qui te facture. Donc Ouais. je regarde toujours les trucs comme ça. Mais ouais, c'est en général, c'est ce qui est beaucoup fait par les startups, YC en tout cas. Et puis même d'ailleurs, c'est même, intéressant sur des sujets de revente, sur des sujets d'exit. Enfin, moi je sais que par exemple, enfin tu vois, les investisseurs, enfin, sont extrêmement frileux la plupart du temps d'aller racheter des boîtes qui sont, en dehors de ce type, Ouais, ouais. d'État. Aux États-Unis, c'est vraiment compliqué, quoi. Ouais, ouais, Donc les investisseurs aux ouais. États-Unis, ils aiment pas la France, hein. Ils disent: «Mais c'est un pays, vous êtes des fous là-bas pour virer quelqu'un, ça pre vous avez jamais». C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup Non, d'exit mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, de boîtes c'est vrai. françaises, tu vois? C'est parce que, bah, le gros du cash est aux États-Unis. Alors aux États-Unis, ça va très vite, hein. Il y a énormément d'exits aux États-Unis. En France, il y a vraiment peu d'exits parce qu'en général, les exits, c'est des exits de Français à Français ou en tout cas d'Européens à Européens et les gens ont naturellement moins de cash. Et ça se passe toujours, enfin c'est ce que disaient, les investisseurs américains. Ils disent: «Mais moi, mais» ils voient vraiment la France, Jamais, ouais, mais ils c'est voient ça, vraiment la France comme un comme un pays, nid à emmerde. ouais, ouais, comme un pays de fous furieux, tu vois? Genre ils disent: «Mais ils sont complètement fous là-bas, les le mec il quitte son taf, il pendant 24 mois l'État il finance sa vie». Genre vraiment pour eux c'est pas possible quoi, dans 100. Ouais Ça les et bien terrorise, sûr. ça les terrorise. Et c'est pour ça que la plupart du temps, enfin nous pour avoir fait une avec des avocats, quand des gens ont des boîtes qui sont en dehors des US et qui veulent exit et qu'ils seraient intéressés par revendre, en tout cas, exit à minimum, une partie des parts avec des investisseurs américains, bah, très souvent, il y a des incorporations qui sont faites et en fait, c'est des personnes qui, migrent la plupart du temps, voire à la rigueur, sortent une holding et puis font un système, parce qu'en fait, les investisseurs américains, ils achètent que des boîtes aux États-Unis. Ouais. C'est ça la réalité, quoi. Ouais et c'est pas une condition en plus légale parce que légalement, les investisseurs américains pourraient investir directement dans les boîtes françaises. Mais C'est la humain, quoi. pratique fait que, ils le font pas et donc c'est pour ça YC, c'est une et d'autres accélérateurs du type Techstars et cetera, Entrepreneur First aussi maintenant, c'est une condition que si tu as une boîte française, tu fasses ce qu'on appelle un flip aux Mmh, États-Unis mmh. pour qu'à la fin tu aies, Topco US, Delaware Corporation Bah oui. et filiale française. Parce que sinon ils mettent pas le ticket d'investissement, ils refusent, Ouais, d'investir ouais, mmh, et ça, c'est le cas pour les accélérateurs, c'est le cas pour les fonds de venture capital américains, et l'exit, les perspectives d'exit aussi plus tard aux États-Unis, il faut avoir une Delaware Corporation Topco si tu veux, avoir accès à ce marché. ouais, Mmh. bah, moi, c'est pour ça que directement, moi, j'ai réfléchi à aucun autre pays, les gens ils me disent: «Ah, Delaware, c'est pour les impôts et tout». Non, non, c'est surtout pour l'exit, Ouais, parce que je c'est pas pour les impôts, c'est ça, parce qu'au final, même aux États-Unis, je pense qu'il y a une confusion là-dessus.
tu vas payer des impôts dans les États où tu fais du business. Exactement. Personne, n'est basé au Delaware, hein. Mmh. En général, les startups aux États-Unis, elles sont en Californie, elles sont à New York, elles sont à Boston, elles sont à Miami, elles sont à Austin et c'est là-bas où elles ont leurs bureaux, leurs équipes et cetera et elles vont payer des taxes dans cet État-là. Tu vas pas Ouais, échapper bien à sûr. une taxation particulière parce que ta boîte est incorporée au Delaware, tu Bien vois? sûr. Non, non, 100. C'est vraiment pour, oui, ce qui est bien avec le Delaware, c'est que quasiment toutes les boîtes, depuis tellement longtemps, sont incorporées là-bas, que tu as une grande sécurité juridique sur, ce qui se passe, si tu as un problème parce que c'est un système de common law, donc c'est basé sur la jurisprudence, c'est pas Mmh. un système de civil law comme en Europe Ouais. et les juges, c'est des experts en business et cetera et ensuite, tout ce qui est même administration, tu as une formalité à faire au Delaware, ça peut se faire en 1 heure. Tu as une formalité à faire dans un autre État, je l'ai vu dans d'autres États, ça prend parfois 1 mois, en fait, à être, formalisé donc Non, c'est sûr. Non, mmh. non, sûr. Non, le Delaware, c'est un super, 100%. Donc super c'est État. pas vraiment une question, il y a vrai que maintenant, il y a toujours des startups, parfois ils se disent: «Est-ce que j'incorpore au Delaware? Est-ce que j'incorpore en tant que corporation?» Si tu es une startup qui veut lever des fonds aux États-Unis, Delaware Corporation, il y a pas vraiment de questions à avoir, Ouais, là-dessus. clairement. Mmh. D'ailleurs, sur Twitter, Mmh. Ouais, il y 100%. a eu un drama, c'est quand Elon Musk, il a perdu un projet. Ouais, Ah, tu vu? mais il Attends, est c'est quoi ça? parti, il a enlevé ses boîtes du Delaware pour les mettre au Texas, c'est ça Ouais, dont tu veux parler? ouais, c'est parce qu'en fait, en Ouais. gros, au Delaware, genre, les juges, en vrai, ils ont fait une décision de merde, mais genre les juges, je crois qu'ils ont dit que genre, il devait plus être CEO de Tesla, mais il y avait un truc en rapport avec Tesla et Elon Musk, il a dit: «Ouh là là, ça y est, les juges du Delaware, maintenant, ça devient des communistes. Tac, tac, je me casse» et après, il y a Paul Graham, le fondateur de Y Combinator, qui a retweet en disant: «Ouh là là, le Delaware, ça commence à devenir chaud» et cetera. Bon, après, il y a Trump qui est passé président et qui a remis du capitalisme dans tout ça. Ouais. Mais ouais, non, mais le Delaware, ça fait longtemps. Les gens, ils pensent que c'est un exil fiscal et cetera, alors oui, tu as des petits mecs qui ont des agences à Dubaï qui vont monter des Delaware, évidemment, mais en partie, quand tu es une startup et que tu es une boîte tech, que tu as envie de faire une grosse boîte, une boîte ambitieuse et que tu veux faire un exit, enfin, tu vas pas te faire racheter ta SAS, hein, genre, enfin, ou t pas Ouais, beaucoup ça arrive d'argent, pas quoi. ça. Donc Ça arrive pas ça. donc Ouais et même ce que par rapport à Elon Musk, ça reste, Delaware Corporation, le go-to, parce que oui, il y a pas mal de clients qui me disent: «Oui, mais si Elon Musk, il part du Delaware», déjà, c'est pas pour toutes ses boîtes, c'est pour certaines de ses boîtes et en plus, je crois qu'il y avait une histoire où il avait pas aimé, en fait, le jugement du Delaware sur, une histoire de compensation package, c'est justement. celui-là, excuse-moi, c'est Hem, ça, c'est pas c'est ça. ouais, ouais, Ah ça ouais. lui a pas plu et donc c'est un peu aussi un coup de gueule, j'ai envie de dire politique, voilà, il fait un petit peu ce qu'il veut, mais c'est pas ça reste la pratique d'avoir la Delaware, Corporation et même aujourd'hui d'ailleurs, j'avais, un appel et c'est, une, Wyoming Corporation qui veut lever des fonds, et potentiellement rejoindre un accélérateur aux États-Unis et pareil, une des conditions qui a été posée, c'est non, il faut Delaware. transformer la Wyoming Corporation en Delaware Corporation donc Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, ultra intéressant. Écoute, pour aller tranquillement sur la fin de cette discussion, il y avait une question que alors déjà, il y a un truc que je voulais savoir parce que, enfin, il y a plein de gens, je pense, qui savent pas, mais un bon lawyer, dans ce domaine, ça coûte combien? C'est quoi un peu les pricing pour avoir, accès, pas forcément à tes services à toi, mais globalement average? Parce que les gens, tu sais, souvent imaginent ça coûte soit une tonne, que personne ne peut se le permettre, mais en fait, moi, je pense que tout entrepreneur devrait au moins, prendre 1 heure, de discussion avec un avocat, pour en discuter et avoir, ben, tu vois, là, c'est bien parce qu'on est en train de faire un truc, du coup, les gens auront peut-être pas besoin de payer, même si, il y a toujours des cas spécifiques qu'il faut le faire, en one to one, c'est plus intéressant. Mais que les gens puissent estimer qu'en fait, ils peuvent, bah, tous se le permettre, en gros et ouais, c'est quoi un peu les tarifs? ouais. Alors déjà, pour une start-up, donc qui veut lever des fonds, je conseille d'aller avec un avocat ou un cabinet d'avocats qui est spécialisé en start-up et donc là, c'est très important parce que j'ai déjà récupéré des dossiers où le client avait fait appel à un avocat, mais qui n'était pas un avocat start-up et en fait, il y a eu pas mal de choses à rectifier parce qu'en fait, il y a le juridique, mais il y a aussi ce qu'on appelle la pratique, ce qui est market practice dans l'écosystème start-up. Justement par rapport aux droits dont on a parlé qu'on donne aux investisseurs. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait pas? Par rapport au montant du stock option pool, mis de côté, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait pas? Et ça, en Mmh. fait, il faut avoir un avocat qui a juste l'habitude de cette pratique et Qui a de donc l'expérience, ouais. faut pas voilà, parce qu'il y a plein de cabinets d'avocats,
Il y en a qui font du droit des sociétés, mais ils ont pas forcément l'expérience start-up. Il y en a qui sont généralistes, ils ont pas forcément l'expérience start-up. Donc j'hésiterai pas à aller avec des avocats vraiment spécialisés, start-up et ce sera affiché sur leur site internet, forcément, si c'est une de leurs spécialités. Et après à voir un petit peu, s'ils font que ça ou s'ils font autre chose. S'ils font que ça, c'est encore mieux, parce que ça veut dire qu'ils ont encore plus une spécialité là-dedans. S'ils font autre chose, why not? Mais bon, faut quand même que le département start-up soit assez important. Ouais, Ça, oui. c'est le premier point. Ensuite, pour les cabinets d'avocats et ça va impacter, les honoraires, il y a différents types. Il y a, des avocats qui sont à leur compte, c'est-à-dire ils sont, tout seuls. Il y a ensuite des cabinets d'avocats boutiques, donc c'est des cabinets d'avocats avec des petites équipes, tu vois? Peut-être, une dizaine, une quinzaine et cetera et tu as aussi les gros cabinets d'avocats, avec peut-être des bureaux à l'international et cetera, ce qu'on appelle aussi, tu vois, big law et alors après ça, c'est mon avis personnel, mais bon, peut-être les gens ont un autre avis. Je pense qu'en tout cas, quand tu es une start-up early stage, donc tu as pas encore créé ta boîte ou c'est ta première levée de fonds, ta deuxième levée de fonds, disons que tu es, jusqu'à ta série B inclus, tu vois? Donc tu es quand même assez early. Ça vaut pas forcément le coup, à mon sens, d'aller vers des gros cabinets d'avocats parce que, pour avoir moi-même travaillé dans des gros cabinets d'avocats au début de ma carrière, pour avoir des confrères, des consoeurs qui travaillent dans ces cabinets, tu vas avoir en fait le même travail qu'un cabinet plus petit. Voire parfois, c'est même moins humain parce que, c'est peut-être le partenaire du cabinet qui va te vendre les services, parce que c'est son job de te vendre le cabinet et d'essayer de t'avoir comme client. Mais après, Et c'est pas lui qui qui va va faire le job, traiter ouais. le dossier, c'est très hiérarchisé et c'est le junior, le senior, c'est pas le partenaire forcément qui va traiter ton dossier de A à Z. C'est jamais le cas, tu vois? Donc Bien en sûr. fait, dans le cabinet boutique, c'est plus humain. En général, c'est, bah, les partenaires qui ont énormément d'expérience qui vont traiter ton dossier, donc c'est pas des juniors et les tarifs vont être beaucoup moins élevés que des gros cabinets. Donc les gros cabinets, je dirais, c'est plus peut-être quand tu as vraiment grandi, ou tu as vraiment, on va dire, une activité, peut-être réglementaire qui demande une expertise pointue que les petits cabinets n'ont pas. Tu vois? Je dirais dans ce cas-là. Et après, donc les honoraires, ça dépend vraiment des cabinets parce que, tu Et du vois? pays Déjà, il y en aussi. mmh? Et du pays aussi, les avocats aux US Oui, sont ouais, beaucoup plus chers qu'aux avocats en France. j'en touche un mot, mais déjà, il y a plusieurs façons de facturer. Donc les avocats, soit ils facturent au temps passé, donc c'est-à-dire tout le temps qu'ils passent sur un dossier et c'est vraiment ça prend en compte juste lire ton email, regarder ton email, prendre un appel téléphonique, rédiger les contrats. Tout le temps qu'ils passent, ils le rentrent, tu vois, dans un système et c'est facturé au taux horaire et après le taux horaire dépend, tu vois, de l'expérience de l'avocat. Plus tu as d'expérience, plus c'est cher et en France, pour te donner un peu, une estimation du taux horaire d'un avocat, je dirais, c'est entre, 350, tu vois, peut-être 500 pour des cabinets, boutiques et après si tu vas vraiment sur des gros cabinets, tu pourrais peut-être avoir plus quand même en taux horaire, genre peut-être, 600, peut-être même jusqu'à 800 et cetera et ça part très, très vite le taux horaire donc là, il faut faire très attention. Et après tu as le forfait aussi que tu peux, facturer et donc là, c'est bien parce que c'est transparent, tu sais ce qui est inclus dans le forfait, tu sais combien tu vas te payer, tu as pas de surprise. Si c'est taux horaire, c'est bien d'avoir un cap au moins. Tu vois? Le temps passé avec une limite sur, c'est le maximum que tu paieras, tu peux pas dépasser plus. Donc ça, il faut faire attention et d'ailleurs pour les startups, je conseille pas, d'aller avec des avocats qui pratiquent le taux horaire ou sinon, il faut que ce soit taux horaire avec un cap, tu vois? Et ensuite, comme tu disais Kylian, il y a une grande différence entre dans quel pays est ta boîte? Parce qu'avoir une start-up en France, le prix des avocats va être beaucoup moins élevé qu'aux États-Unis. Tout est beaucoup plus cher aux États-Unis. On parle, parfois 4 fois, en fait, ce qui se pratique en France. Donc là, ça va être une grande, grande différence. Donc après, pour vous donner un exemple par rapport à, tu vois, nous, ce qu'on pratique, pour tout ce qui est création de Delaware Corporation aux États-Unis, on a un forfait, c'est 2 500, tu vois, le forfait. Après, tu as quelques frais externes, pas grand-chose, mais tu as des frais de filing de quelques centaines et cetera, mais ça, c'est le forfait et ça, c'est très compétitif. En général, je te dirais aux États-Unis, pour une création de boîte, un avocat, c'est, minimum 5 000 quoi, tu vois? En France,
En France, je dirais c'est moins cher, tu peux avoir des forfaits, tu vois, plus autour de, 1 500, peut-être, 1 500 €, tu vois, pour créer ta boîte, ta SAS. Ouais, c'est à peu près Donc ça, voilà, ouais. je sais pas si ça répond à la question, mais je dirais pareil le Mmh. taux horaire, donc j'ai dit en France, aux États-Unis, tu es plus tout de suite sur du 500, le taux horaire d'un avocat. Tu as moins tout de suite Minimum. le 250, ouais minimum, tu as moins le 250, 350 que tu vois en Et les France. gros cabinets peuvent monter vraiment, vraiment extrêmement. À plusieurs milliers C'est très d'euros, cher. plusieurs milliers Ouais, de ouais, Ouais, dollars. ouais, ouais. ouais. Tu as beaucoup de cabinets qui sont à plusieurs, milliers de dollars, même voire enfin les très gros cabinets peuvent frôler quasiment les 5 chiffres, enfin c'est n'importe quoi, quoi. Mmh. Et genre les tarifs, c'est grave. Ouais. Mais bon Ouais. après, quand enfin je veux dire, C'est comme les cabinets de conseil, tout le hein. monde, ouais bien sûr, bien sûr, bien sûr et puis enfin Ouais. je veux dire, quand tu as une boîte, et puis après ça c'est parce que après tu arrives à un niveau où en fait tu payes ton lawyer plus uniquement sur une base de compétences, mais sur une base de network, sur une base de, ben, la preuve aussi enfin, tu vois? Par exemple, si tu veux, avoir une évaluation de ta valo, ben, ça fonctionne bien mieux, d'être stampé par un, consultant d'une très grosse boîte qu'un consultant d'une boîte que personne connaît, tu vois? Tu arrives, avec chez un investisseur avec, un truc qui est stampé par KPMG, tu es pris au sérieux, enfin, donc tu vois, il y a aussi ce sujet-là de network, de qui est ton lawyer, qui est ton truc et tout. Ouais, Mais c'est ouais, aux States, c'est un marché de malade mental. mmh. C'est Et ça. ben Mmh. écoute, top et on voulait juste, conclure sur une question qui moi me paraissait cool. Si toi tu devais lancer une start-up, comment est-ce que tu te structurerais? Elle est bien cette question. En France ou aux États-Unis? Ah, toi de voir où est-ce que tu veux lancer, comme tu le souhaites. Je vais être biaisée là-dessus parce que je suis franco-américaine, j'ai un cabinet franco-américain, donc OK. Ah, tu Moi, ce que je ferais, donc mais c'était ma start-up, après ça dépend du marché bien sûr, parce que Mmh. peut-être qu'en fonction de mon produit, un certain marché dans un pays ne fait pas de sens, mais on va partir du principe que la France et les États-Unis font du sens pour, mon produit. Je ferai une Delaware Corporation aux États-Unis. J'aurai une filiale en France, où j'aurai mon équipe en France. J'aurai mes ZBPI en France et avec ma Topco, Delaware C Corp, je lève des fonds aux États-Unis. Je fais, 1re levée de fonds en safe, jusqu'à on va dire, 2 000 000, tu vois, à peu près, max et après, si j'ai un prochain tour, ce sera par contre augmentation de capital, action directement, voilà, plus de safe. Après au niveau de ma cap table à la création, ça dépend, tu vois, si, déjà je ferais pas ça toute seule. En général, je vois, hem, il y a des exceptions, mais c'est plus difficile pour les solo founders de lever les fonds que ceux qui sont au moins accompagnés par un deuxième co-founder. Mmh. Donc si je veux lever les fonds, j'essaierai d'avoir, au moins un deuxième co-founder. En général, moi, je pense que j'aurai le profil business, mon co-founder, il a le profil technique, tu vois, CTO et après la répartition, là, ça dépend, mais si c'est 50-50, il faut faire très attention parce que tu as un risque de blocage, si tu es à 50-50. Donc en fonction de tu vois, si c'est moi qui viens avec le projet, qui va travailler plus dans la boîte, j'aurai un petit peu plus d'actions que l'autre co-founder pour éviter justement cette situation de blocage dans un premier temps et après au niveau des actions que je mettrai pour mon pool, jusqu'à la prochaine levée de fonds où là, je pourrais le mettre à jour, vu que ma boîte est aux États-Unis, on est sur des montants plus importants, je mettrais 10 je pense, OK. tu vois, alloués. Voilà, ça je sais pas si ça répond à ta Trop question? Comment je trop bien, parfait. Nickel. Écoute, petit mot en promotion, je crois qu'au States, vous avez le droit de promouvoir vos services de lawyer, pas comme pas comme en France a priori. Et si tu veux mettre un mot, partager quelque chose, pour, inviter potentiellement les gens à venir, visiter tes services et ce que tu fais, c'est ton petit moment, Ouais, bien sûr. à Après, vu que je suis avocate aussi à Paris et que je pratique dans les 2, je suis soumise encore aux conditions, la déontologie de droit français. Donc pour moi, c'est double condition, donc c'est pas si flexible, que ça. OK. Et d'ailleurs, oui, le petit disclaimer, c'est, ceci n'est pas une relation, avocat-client, c'est des, indications générales. Donc si vous voulez parler de votre situation précise, il faut pas hésiter à réserver un premier appel avec moi, sachant que le premier appel, en plus, on le facture pas. Donc c'est gratuit, ça vaut le coup d'avoir un intro call, comme on dit
Et pour me Ah ouais. contacter, je dirais le meilleur, c'est, LinkedIn et email. Donc, mon LinkedIn, Jade Russev, il y en a Voilà. qu'une, ce sera facile à me retrouver. C'est bien de mettre un petit message, d'où vous venez, que je vous accepte, voilà, que c'était dans le cadre de ce podcast et après, vous m'envoyez un email et je vous envoie mon calendrier. On peut faire un premier appel et voir un petit peu quels sont les besoins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être fait, pour votre boîte? Et dans ce cas-là, voilà, on vous accompagne, là-dessus. Eh bah, Magnifique. top, merci beaucoup. Donc comme tu peux le voir, tu peux avoir le meilleur produit, le meilleur deck, les meilleures métriques du monde, mais dans la mesure où ton juridique, il est flingué, bah, tu peux tout perdre en réalité. Donc Mmh. merci beaucoup Jade d'être venu, vulgariser ça pour nous et pour la communauté. Et évidemment, du coup, si tu as un pote qui est en levée au QBCE des investisseurs, partage-lui cet épisode, ça lui fera, économiser de l'argent et je pense qu'il te remerciera ou son avocat te remerciera aussi, pourquoi pas. C'était cool de vous avoir. Merci beaucoup, Jade, d'avoir été là. Et puis, on se dit à très vite. Merci beaucoup à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.